Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de presse plus autour de la table, sans autres commentaires. Très rapidement autour de la table, nos invités consultants habituels, Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Merci d'être là. En face de vous, Ousseini, il y a Traoré Daouda, journaliste professionnel également, directeur de publication du journal Le Matinal. Traoré Daouda, bonjour. À côté de Traoré Daouda, il y a Dr Amadou Bounti Diallo, ancien chercheur à la retraite, donc ancien chercheur à l'université Aboumouni de Niamey. Philosophe, politologue également. Docteur, bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Docteur Amadou Hassan Bokar n'est pas là, vous l'avez constaté. Il ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui puisqu'il n'est pas à Niamey, il est en déplacement. Nous lui souhaitons bon retour et nous essayons de le prendre après, Inch'Allah. Donc, bon voyage et bon retour à Docteur Amadou Hassan Bokar. Très rapidement, je le disais tout à l'heure, sans autre forme de commentaire avec le retard qu'on a accusé là. Il ne faut pas qu'on en réajoute, n'est-ce pas? Je propose donc de suivre le résumé de l'introduction de Presse Plus aujourd'hui avec un seul titre au menu, avec notre camarade de la rédaction, Boubacar Amadou. Bazoum Mohamed, le discours et les faits. Pour ce dernier rendez-vous de Presse Plus de ce mois de décembre, disons même de l'année 2022, votre émission préférée, sans trop s'avancer, vous invite à tirer un bilan de l'action du président de la République, Bazoum Mohamed, à la tête de l'État, du moins celui de cette année civile qui se termine, puisque c'est dans seulement 4 mois, c'est-à-dire le 2 avril 2023, que Bazoum Mohamed bouclera 2 ans ou 24 mois au pouvoir. Ce bilan provisoire se fera à l'aune du message à la nation du président de la République du 18 décembre dernier. Autrement dit, à la lumière de ses propres propos, confrontés cependant aux faits réels. Le sujet sera discuté sous le titre Bazoum Mohamed, les discussions face aux faits. Voilà pour le menu. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le message à la nation, le traditionnel message à la nation du 18 décembre du président de la République il y a quelques jours, donc a donné quelques esquisses de bilan provisoire de 20 mois du président de la République à la tête de l'État. Dans 4 mois, il fera 2 ans exactement. Donc, comme l'a dit notre camarade de la rédaction Boubacar Amadou, sans trop s'avancer sur ce bilan provisoire, nous essaierons, à l'aune de son message à la nation de la dernière fois, d'essayer d'en tirer quelque chose par rapport au discours et aux faits depuis l'arrivée de Bazoum Mohamed à la tête de l'État. Nous avons essayé de répertorier 3 éléments, l'éducation, l'insécurité et la bonne gouvernance. D'abord, première question, Ousenissa, est-ce qu'on est d'accord déjà que ces 3 éléments sont plus ou moins les priorités que Bazoum lui-même a délimitées pour son premier mandat, en tout cas dans les premiers mois ou dans les premières semaines de sa prise de pouvoir, l'éducation, l'insécurité et la bonne gouvernance? Mais effectivement, autrement, c'est ça. C'est les 3 points qu'il a déclinés dans son discours d'investiture, n'est-ce pas? Avec en tête la sécurité, ensuite vient l'éducation et en 3e position, la bonne gouvernance. Mais malheureusement, pratiquement, il n'y a pas grand-chose à dire dans tous ces 3 domaines. Peut-être au niveau de l'éducation seulement, on peut constater qu'il y a un travail peut-être qui est en train d'être fait, mais on attend de voir parce que l'éducation, c'est un long chantier, c'est un grand chantier. On ne peut pas évaluer du jour au lendemain, en l'espace de 2 ans, ce qui a pu être fait. Trada. Oui, vous avez raison. En dehors de l'éducation, effectivement, les autres aspects ne sont pas très sensibles. La sécurité, beaucoup de choses n'ont pas changé. Parce que les gens, on a l'impression que tant qu'il n'y a pas des grandes attaques, des attaques massives, où on déploie énormément de morts, où il y a des emprises qui sont prises, c'est en ce temps qu'ils appellent l'insécurité. Or, aujourd'hui, elle est quotidienne, l'insécurité. Vous avez un mort par-ci, 2 morts par-là, des attaques qui se soldent par juste des batailles qu'on remporte. Bref, c'est pas en tout cas ce qu'on a rêvé avec lui. Sur le plan de la bonne gouvernance, là, bon, chacun sait de quoi il s'agit. Maintenant, l'éducation, si vous vous rappelez, il en a fait un de ses chevaux de bataille, parce que avant même qu'il y ait une DPG, il avait lui-même convoqué toute
toutes les structures, les partenaires de l'école pour faire. Et à l'époque, j'avais écrit, j'ai dit, mais il met les charrues avant le bœuf parce qu'il aurait fallu au moins qu'on ait une DPG et cette DPG va s'inspirer de ce qu'il a dit. Mais si c'est concomitant, on ne sait pas. J'ai dit, bon, alors peut-être on va avoir, on va renouveler, on va un peu revoir le gouvernement pour créer un ministre délégué à la présidence en charge uniquement de l'éducation, puisqu'il en a fait son maître mot. Mais malheureusement, il y a un chevauchement qui continue d'ailleurs, qui fait qu'on ne sent pas réellement cette prise en main réelle du secteur éducatif. Docteur Abouti. Oui, mais moi je me dis que les trois éléments, donc les questions, l'éducation, la sécurité et la bonne gouvernance, apparemment ce sont ces éléments-là qui sont repris par le PDS. À la seule différence qu'au niveau du premier élément, l'éducation, il parle ici d'amélioration des ressources humaines. Donc sur le plan de la sécurité, c'est clair qu'il dit qu'il a la télécommande, mais je ne pense pas qu'il y ait des piles dans la télécommande. Parce que, La télécommande ne fonctionne pas. Non, je pense qu'il n'y a pas de piles. Il n'y a pas de batterie. La preuve, chaque jour que Dieu fait, les gens sont en train de se faire assassiner, les terroristes gagnent du terrain, et apparemment, nous sommes complètement désarmés au point où on veut ramener dans l'armée des retraités. Moi, je pense que c'est la première fois que ça se fait dans l'histoire. Dans l'histoire du Niger et peut-être même dans d'autres pays. Non, peut-être que la situation exceptionnelle, non, exceptionnelle. Des retraités ne peuvent pas faire la guerre. Et puis, rappelez-vous, la semaine passée, TV5 a fait un reportage sur le regroupement des terroristes là. Et je ne vois pas une seule armée dans la sous-région qui serait capable d'affronter 12 à 20 000 hommes comme ça. Maintenant, il va falloir peut-être que sur le plan sécuritaire, qu'ils le fassent, qu'ils mettent de l'eau dans le front, s'il envoie, et qu'ils s'entendent avec les Maliens, les Burkinabés, pour que justement il y ait une offensive. Ça, c'est juste un peu table. Allons pas à pas. Allons pas à pas. Avant de finir ce sujet, que ces retraités qu'ils ont appelés, si vous vous rappelez, ils ont fait un sujet, beaucoup de sujets sur les télévisions. Ils ne sont pas dédiés à la guerre. Ils seront plutôt dédiés au pipeline, à la sécurisation des pipelines. C'est ce qu'ils ont dit. Et un peu à l'intendance aussi. Oui, à l'intendance. Ce n'est pas les retraités les plus recrutés. Les retraités, les militaires qu'ils ont pris, ce n'est pas vraiment pour aller faire la guerre, mais c'est pour recruter. Ils parlent de ces retraités-là pour garder les points sensibles. Garder les points sensibles, c'est la guerre. Dans les points sensibles, bon, dans les agglomérations. J'ai suivi le président des anciens combattants, il a dit que c'est pour sécuriser les pipelines. Parce que c'est ça aujourd'hui l'un des objectifs qu'ils... Et les retraités, il faut dire que c'est délimité dans le temps. C'est à partir de 2017. Les retraités de 2017 jusqu'à maintenant, pas avant. Alors, allons pas à pas, comme je le disais. Nous allons donc commencer avec cette première partie de ce titre, un premier sous-titre donc sur l'éducation. Voyons cela avec Boubou Karamadou. Bazoum Mohamed, le discours et les faits. Bazoum Mohamed, le discours et les faits, première partie de l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'il a dit nous avons choisi un extrait ici de l'intervention, enfin, du message à la nation du président de la République, Bazoum Mohamed, sur cet aspect, donc l'éducation. Il n'a pas trop développé, mais il a essayé de dire l'idée principale, l'idée générale, le fil conducteur de son action sur l'éducation. Je propose de suivre cet extrait. Il y a quelques semaines, s'effectuait notre rentrée scolaire 2022-2023 dans un contexte où plusieurs chantiers sont lancés par le gouvernement en vue de répondre aux problèmes que connaît notre système éducatif, traduisant ainsi ma volonté de relever les principaux défis que sont notamment l'offre éducative en général, la gestion des flux entre les cycles, la qualification des enseignants, l'échec scolaire massif, en particulier celui des jeunes filles, et le problème de l'insertion professionnelle des sortants des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle. En effet, pour y faire face, tout en engageant les réformes nécessaires dans tous les ordres d'enseignement, l'État mobilise les acteurs et les ressources nécessaires en vue de parvenir à ce bond qualitatif que nous appelons de tous nos voeux,
tout en sachant que l'impact de certaines de ces mesures ne se ressentira que bien des années plus tard. C'est ainsi que s'agissant de l'amélioration de l'offre éducative, au titre des actions à court terme, outre le programme de construction des internats de jeunes filles en milieu rural, le gouvernement vient de lancer sur ses fonds propres la construction de 2381 classes en matériaux définitifs selon le modèle alternatif pour remplacer les classes en paillotte. Dans le souci d'adapter notre système de formation professionnelle et technique aux besoins de notre économie, nous avons décidé de réduire drastiquement le nombre des établissements y dédiés en vue de rationaliser notre action en concentrant nos efforts pour assurer les équipements, la matière d'œuvre et les enseignants qualifiés dont ont besoin ces établissements. Ainsi, nous sommes sûrs d'avoir des produits de qualité en adéquation avec nos besoins économiques. Voilà, donc, Ousenissa, vous l'entendez? Ce qu'on peut dire, on est jusqu'ici, en dehors bien sûr de quelques réalisations, je veux dire la construction des classes en matériaux alternatifs, et en dehors un peu de cette histoire d'internat dédié aux jeunes filles. Et moi, autour duquel d'abord je pose des problèmes parce que on sait comment fonctionnent les internats. Quelle est l'efficacité, quelle est la pertinence de ce choix-là, n'est-ce pas? Au niveau de la réforme, c'est au niveau d'abord des écoles normales d'instituteurs que la réforme est en train de s'effectuer, n'est-ce pas? Et nous l'avons entendu dire que pratiquement, quelque part, tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'enseignement avec le niveau privé, qui sont incompétents, totalement inutiles dans un discours qu'il a eu à tenir, on va se poser la question de savoir, bon, c'est bien beau de dénoncer, mais concrètement, que faut-il faire? Et avant de poser ce problème, il aurait fallu faire le bilan parce qu'il est comptable de 10 ans de gestion de Youssouf. Quand le président... Mais non, mais consolider quoi? Mais pendant 10 ans, dès l'entame du premier mandat du président Youssoufou, on nous a dit que chaque année, on allait construire 2500 classes par an. N'est-ce pas? Sur fonds propres, l'État va construire au moins 2500, sans compter ce que les partenaires techniques actifs dans le domaine, eux aussi réalisent. Mais malheureusement, c'est pendant cette période qu'on a assisté à un accroissement des classes en paillotte, n'est-ce pas? Tout ça là, il n'y a pas eu de bilan. C'est comme si c'est aujourd'hui qu'on est en train de démarrer avec Bazoum. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Parce que si le travail avait été fait en amont pendant ces 10 ans de Youssoufou, on ne serait pas aujourd'hui dans cette situation où maintenant ça suscite un engouement, le fait juste de lancer quelque chose de 2500. Ça veut dire que les investissements n'ont pas été faits. Les gens ont fait plus de bruit. Il y a des écoles où il n'y a même pas de classe en matière définitive. Oui, bien sûr, on a vu des classes, des écoles où les enfants sont carrément assis sous des arbres ou pratiquement au sol. Alors, ça veut dire que pendant toute cette période, et c'est en cela, moi j'ai dit, c'est bien beau le discours, mais ce que les gens veulent voir aujourd'hui, c'est du concret. C'est du concret. Ils veulent bouleverser le système, c'est noble, n'est-ce pas? Améliorer la qualité des enseignements, c'est noble. Mais forcément, comme il l'a dit, ça va prendre beaucoup de temps. Dans ce domaine-là, ça va prendre... Parce que l'enseignement, ce n'est pas du jour au lendemain que les choses vont changer. Et ce n'est pas du jour au lendemain parce que quelque part, la contractualisation de l'enseignement, ils ont contribué à ça. On aurait pu mettre fin à ça depuis longtemps. Ils ne l'ont pas fait. N'est-ce pas? Aujourd'hui, pour pouvoir remplacer, parce qu'ils misent beaucoup sur la formation au niveau, comment vais-je dire, des écoles normales d'instituteurs. Parce que tout simplement, quand les élèves vont sortir, ils vont être directement embauchés à la fonction publique. Mais et les contractuels qui ont servi pour certains pendant 10, 15, 20 ans, on va en faire quoi? J'ai entendu dire qu'ils vont devenir des auxiliaires de la fonction publique. C'est-à-dire que, bon, ils vont continuer à travailler, mais pas avec le statut de fonctionnaire plein de l'administration. Et ça, moi, je considère que c'est une ingratitude tout simplement. Parce que personne, c'est des étudiants, souvent des gens qui ont fait des formations à l'université, avec des licences, des maîtrises, qui sont retrouvés dans cette situation malgré eux. Tout ça là, ça veut dire, ce qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est de faire table rase de ce qu'ils ont contribué à produire pour partir sur des bases qui ne tiennent pas du tout.
Voilà un peu, moi, ce que je constate à ce niveau. Absolument. Et ce que vous dites est d'autant plus visible en ce qui concerne les écoles, les établissements techniques et professionnels. Il a dit tout à l'heure, on l'a entendu, ils sont en train de... Leur objectif, c'est de réduire drastiquement le nombre de ces établissements. Or, on a passé ces 10 dernières années en train de créer des écoles techniques et professionnelles dans les différentes régions pour, soi-disant, utiliser ou rendre l'enseignement, faire l'adéquation entre l'employabilité et puis... c'est la même chose au niveau de l'enseignement. La formation. C'est un peu la même chose au niveau de l'enseignement général. On a contribué à créer les problèmes et aujourd'hui on dit on va mettre fin ou on fait l'impasse sur tout ce qui s'est passé en amont pour aller sur des bases sans savoir exactement avec quels moyens, avec quelles ressources et tout. Parce que juste ici, en dehors bien évidemment de ce que j'ai dit, comment on appelle ça, quelques actes qui sont posés, il n'y a pas grand-chose à dire dans ce domaine-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Parce que aller jusqu'à remettre en cause, parce que quand on dit les élèves maîtres qui sont sortis, qui sont entrés avec le brevet au niveau des écoles normales d'instruction, ils ne sont pas qualifiés pour enseigner. Quand ils sortent avec les diplômes d'élèves maîtres, ils ne sont pas qualifiés. C'est qu'on remet en cause même les enseignants qui les ont formés. Alors, où on a trouvé ces nouveaux enseignants-là qui vont faire la formation au niveau de ces ZENI-là. Des ZENI, ça s'appelle, le diplôme s'appelle instituteur adjoint. Enfin, ce qu'ils font, c'est le diplôme d'instituteur adjoint. Oui, alors, c'est juste la dénomination qui change, c'est pas grand-chose. Mais la qualité des enseignements, les enseignements dispensés, c'est quoi qui va changer? C'est ça le véritable problème. Parce que en cela, je pose, parce que c'est les mêmes enseignants qui sont là dans le système pendant combien d'années? Il y en a qui sont allés à la retraite, ils sont remplacés par des contractuels qui ont appris quand même à faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup qui enseignent au niveau du secondaire. On sait à l'époque comment les choses se passent. Tu finis l'université avec une licence ou une maîtrise. Directement, tu vas faire le service civique. Après le service civique, ils ont amené cette histoire de volontariat. Ensuite, après le volontariat, ils ont décidé de contractualiser. Ça a été tout un processus. La seule différence, c'est que quand on est dans ce schéma-là, on n'est pas fonctionnaire. Et quand on sait que c'est précaire, parce que lui-même il a l'habitude de dire, ou je ne sais pas, ils ont l'habitude de dire que c'est des fonctions précaires, c'est précaire leur activité. Mais ils n'ont jamais demandé. Il a dit qu'elle était président du comité interministériel. À l'époque, c'était systématique. Vous finissez l'université, vous êtes engagé par l'État. Si c'est dans le domaine de l'enseignement, vous devenez enseignant plein. Alors, ils n'ont jamais demandé ces volontaires-là, ces contractuels-là, à rester dedans. C'est l'État qui les a maintenus et il faut bien trouver un mécanisme pour que ces gens puissent au moins, parce que quand quelqu'un a fait 10 ans, 15 ans dans une activité, même s'il est quand moi je dis quelque part, quand même avec l'expérience et tout, il s'est bonifié. Mais je te dis, de là à dire qu'il ne valait rien, il faut maintenant, on fait une rupture. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Et le Hérisson, le journal Le Hérisson a titré, en ce qui concerne ce que vous dites, tout particulièrement, éducation, il dit, le journal a titré, construction, déconstruction et reconstruction de la réforme des ZENI. Construction, déconstruction et reconstruction de la réforme des ZENI. Les ZENI, c'est les écoles normales d'instituteurs. Le titre qu'on n'arrive pas à afficher jusqu'ici. Celui du Hérisson, donc je disais construction, déconstruction et reconstruction de la réforme des ZENI. Voilà, enfin le titre du Hérisson, donc on peut lire là. Construction, déconstruction et reconstruction de la réforme des ZENI. Oui, Tradam. Ce que Hussein dit est assez important en ce qui concerne les ZENI, et c'est ce que le Hérisson aussi essaie de faire transparaître à travers son titre-là. Mais on l'a entendu, le président a évoqué une panoplie. Donc d'axe, ça part dans tous les sens. Hein. C'est l'offre éducative, déjà, il en a parlé, l'offre éducative, la qualification des enseignants, les filles, maintenir les filles au maximum possible à l'école, donc en luttant contre les échecs scolaires, notamment celui des filles, et puis en se penchant également sur l'enseignement technique et professionnel, en essayant de recentrer cet enseignement-là dans les domaines essentiels et en réduisant les nombreux établissements que l'État a créés ces dernières années. Ça va donc dans tous les sens.
c'est un sujet presque bateau, je dirais. Avant de poursuivre, moi je tenais à préciser une chose. C'est une a parlé tout à l'heure d'ingratitude d'une manière générale. Mais je pense que vraiment le mot est juste, et tout à fait juste. Le PNDS a été ingrat envers l'enseignement d'une manière générale. Parce que, rappelez-vous, ils l'ont rappelé hier avec aisance d'ailleurs, que le parti a été créé dans une école. C'est dire, c'est dans une école, dans une classe que le parti a été créé. Et aujourd'hui, si vous prenez le premier bureau, vous avez pratiquement 55% composé d'enseignants. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est un enseignant qui est à la tête de l'État. Donc, logiquement, on a tout pour voir au moins ce secteur, parce que c'est un secteur que connaît, et mieux encore, tous les premiers militants du PNDS, pratiquement à 80% des militants du PNDS, c'était les enseignants du primaire, si vous vous rappelez. Il s'est installé, il a utilisé cette base, ce syndicat, puisque la plupart étaient des syndicalistes, donc ils ont utilisé ce syndicat pour ensemencer le parti dans tout le pays. Donc, et ça, dès les premières élections, on a vu les électeurs, la plupart, parce que c'est en général dans la bourse, c'est les enseignants qui sont les présidents des bureaux de vote, c'est eux qui sont les assesseurs. Donc, tout ça, ça a convergé vers le PNDS. Donc, c'est-à-dire que le PNDS, vraiment, c'est un parti des enseignants, un parti d'enseignants, on va dire. Donc, logiquement, il peut prêcher partout, mais pas dans ce secteur. Mais malheureusement, on a remarqué qu'une fois arrivé au pouvoir, effectivement, il y a eu une aversion de cette éducation et on est entré dans autre chose. Les gens ont plutôt développé du bling-bling au lieu de se concentrer avec ça. Parce que même ce que Bazoum dit, ils vont recruter les bacheliers pour pouvoir en faire. Aujourd'hui, le reproche qu'on fait à tous nos jeunes élèves et même les étudiants de l'université, c'est que la plupart, ils sont sortis de ce même moule. Ceux qui étaient au collège, au CM2, en 2011, ce sont les bacheliers d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Ou bien même, ils sont en train d'avoir... Et il n'y a pas de formation. Tout le monde a déploré. Ici, on a tous dit sur les plateaux, même ceux qui font lifting, par exemple, un bachelier de lifting qui sort, mais il a du mal à te faire un beau reportage, une phrase française, comme dirait l'autre, si je recommence, c'est difficile. Donc, la base a été complètement abandonnée. Les gens sont sortis comme ça, sac au dos. Ils sont arrivés avec le bac, mais même s'ils vont à l'école, non. Fondamentalement, à l'école normale, est-ce que les gens ont pour vocation de corriger la base? Non, c'est le rudiment d'enseignement, c'est la pédagogie qu'ils enseignent. Donc quand vous enseignez la pédagogie sur du vide, naturellement, elle ne va pas prospérer, ça va se répercuter, c'est la même chose qui va se poursuivre. En fait, le vide va l'absorber. Voilà, le vide va l'absorber, exactement. Donc, et nous sommes dans c'est une quadrature du cercle qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que même à l'université aujourd'hui, quand vous partez jusqu'en 4e année, même en licence lettres modernes, vous avez du mal à savoir si c'est vraiment cet enfant-là, il est étudiant ou il est quoi. Parce que la base a été complètement faussée. Donc, revenir sur les écoles, les redimensionner, moi je pense, pour aller vraiment droit au but, comme dirait l'autre, c'est qu'il faut faire une reprise en main des enseignants. Les enseignants qu'on est en train de dénigrer, qui ont réagi suite à ces propos, c'est eux vraiment qu'il faut trouver des mécanismes pour les donner, comme on faisait sous Tanja, pour faire une mise en jambe de 45 jours pendant les vacances. En tout cas, c'est à ce niveau qu'il faut partir d'abord avant. Parce qu'il ne faut pas prendre le haut, le sommet. Il faut commencer par la base. Toute action, tout bâtiment, il s'est construit d'abord sur la base. On ne commence pas par le plafond. Donc, et c'est ça aujourd'hui fondamentalement le problème. Il est enseignant, il est entouré d'excellents enseignants. Moi, j'en sais quelque chose autour de lui. Il y a d'excellents enseignants au niveau du ministère des enseignements de l'éducation nationale. Il a un excellent SG qui est un enseignant de formation, qui a vécu, qui a fait toute sa carrière dans ça. Donc, ils peuvent concevoir vraiment des modules pour revenir sur les fondamentaux là et répartir. Un mandat, c'est 5 ans. S'il a la chance d'avoir un autre, ça fait 10 ans. Au moins, sur ces 10 ans, lui, il aura bâti une autre catégorie d'élèves, maîtres ou bien d'élèves tout court, qui ont quand même le bagage plus solide que ce qu'on observe aujourd'hui. Moi, je pense que il ne faut pas faire la guerre autour de l'existant qui est là, qui déjà, c'est des bras cassés, des pieds niquelés qui sont tous là. Bon, tu ne peux pas faire quelque chose avec eux. Il faut se remettre en cause, il faut accepter que dans ce domaine,
les 10 ans d'Issoufou, leurs 10 ans, donc ces 10 ans, ils ont été un échec. Maintenant, il faut repartir vraiment concrètement sur ce que je sais faire de mieux ici. Bon, vous savez, au niveau de l'éducation, moi je me dis que pour aller de l'avant, il faut peut-être que vous-même vous pensiez votre système. Et à partir du moment où le système vous est imposé de l'extérieur, ça ne peut pas marcher. En réalité, le grief qu'on fait aux enseignants, c'est que les enseignants n'ont pas de niveau, parce que la Banque mondiale ne voulait pas que ces gens-là aient un niveau. Voilà. Au niveau de l'université, on a imposé le LMD sans les moyens. Aujourd'hui, vous êtes en train de former des étudiants qui sont complètement abrutis. Parce que la Banque mondiale, justement, ne veut pas que ces gens-là aient des capacités, en tout cas des compétences pour être opérationnels sur le marché. Et vous voyez, le LMD, normalement, derrière, il y a toute une philosophie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas engager une formation si vous n'êtes pas sûr de la finalité et si vous n'êtes pas sûr que sur le marché du travail, ces gens-là vont trouver du boulot. Mais qu'est-ce qui se passe? On vous dit licence, master, doctorat. Vous avez des gens qui aujourd'hui ont le master qui ne peuvent pas vous écrire un paragraphe. Pourquoi? Parce que un système éducatif, en réalité, c'est un tout. Si vous touchez le niveau supérieur, il faut toucher le niveau préscolaire, scolaire et... maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a touché toutes ces composantes-là sans pour autant essayer de les améliorer. Ce que la Banque mondiale voulait, c'était la massification. Et on a continué. Moi, j'ai pensé qu'une fois qu'il faut arriver au pouvoir, surtout avec, à l'époque, avec des gens comme Katambe, moi, je pensais que les gens allaient remettre en cause ce que la Banque mondiale a imposé. Parce que tant que vous ne remettez pas en cause ce que la Banque mondiale vous impose, ce qui est clair, c'est que vous allez continuer à former des abrutis. Je m'excuse du terme, mais c'est malheureusement comme ça. Donc, il va falloir que les gens essaient de réfléchir, en tout cas le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère même de la formation professionnelle, pour que les gens remettent sur pied un système susceptible d'améliorer, de s'améliorer et d'améliorer en quelque sorte la formation ou l'offre de formation qu'on offre aux élèves, aux étudiants et autres. Et que les diplômes soient compatibles aux compétences. Voilà, on s'est retrouvé dans la même situation que les Tunisiens. Quand la Banque mondiale est venue en Tunisie, elle voulait imposer les mêmes... Les Tunisiens ont dit non. Nous, notre priorité aujourd'hui, c'est vrai qu'on va continuer avec... Mais on va... Dans les années 80 aussi? Dans les années 80. 80-90. C'est 90. Ouais, les Tunisiens ont dit maintenant ce que nous voulons. Quand vous parlez de compétences au niveau professionnel, nous, on va essayer de développer des instituts de formation professionnelle. Mais avec votre argent. L'argent que vous allez nous donner là, nous n'allons pas l'utiliser dans ce... Mais nous, voilà notre pays. Aujourd'hui, vous voyez, les Tunisiens peuvent aller sur n'importe quel marché. Ils ont les compétences aussi bien dans le domaine aéronautique, dans le domaine médical, dans le domaine de l'informatique, un peu partout. Je crois qu'ils sont même dans les histoires de satellites et autres. Les Marocains, c'est pas... Ils exportent ça. Oui. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens sont venus, ils se sont cramponnés. Moi, je l'ai dit ici une fois. La Banque mondiale n'a pas vocation de développer un pays. Il faut que les gens le sachent. La Banque mondiale, toutes les actions qu'elle pose, c'est de faire en sorte que les finances publiques là puissent être viables afin de se faire rembourser. C'est l'argent. C'est clair. La Banque mondiale, l'Organisation mondiale des douanes, l'Organisation mondiale du commerce et le FMI ont vocation à faire en sorte que l'argent qui a été investi revienne dans les caisses. Quand on parle d'amélioration des finances publiques, ce n'est pas améliorer votre niveau de vie. C'est faire en sorte que les finances publiques soient assez efficaces, que les recettes soient efficaces pour qu'on les rembourse. Donc, tant que vous restez dans leur logique, vous ne pouvez pas vous en sortir. Moi, je me dis, en tout cas, que les histoires d'ENI, là, vous avez vu en France même, il a fallu former. Maintenant, dans les ENI en France, il faut rentrer avec le bac. Mais même eux, ils ont un problème de niveau, il ne faut pas se bercer d'illusions. Parce que les Français eux-mêmes se sont accrochés au LMD sans pour autant maîtriser la philosophie. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Et c'est ce qui se reproduit un peu partout en Afrique. Moi, je me dis que fondamentalement, pour arriver à améliorer le système éducatif, il va falloir qu'on regroupe les Nigériens, qu'ils réfléchissent par rapport à leur propre système. Et maintenant, s'il y a un bailleur qui vient et qui veut financer, on accepte et qu'il accepte nos conditions. Mais si vous acceptez les conditions d'un bailleur de fonds, moi je me dis que vous ne pouvez avoir que le système qui le veut bien. Et c'est ce qui nous arrive. En réalité, pour compléter un peu, docteur Bonti. Donc, oui, pour conclure, Hussein, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Au moment où ils étaient en train de vouloir l'imposer, moi, de faire un Amissou Talba, professeur Amissou Talba, en cause, lui, il a eu sa formation dans ce système-là.
c'est anglo-saxon. On est venu, on a décidé un bon matin, on va rentrer dans cette filière-là. Sans pour autant conditionner même les enseignants de l'université de Niamey. C'est juste une transposition, mais véritablement, le soubassement, ce qui est derrière, et chaque fois que j'ai causé avec lui, il me dit non, ça ne va pas aller loin. Parce qu'il faut, c'est une philosophie. Mais tant qu'on n'a pas maîtrisé la philosophie, on tombe dedans, il n'y a rien à faire, on va droit à l'échec. Et aujourd'hui, fondamentalement, pas grand-chose n'a changé dans la manière de dispenser les cours et tout et tout. Mais lui, il est même un spécialiste. Hein. Voilà. Il est un spécialiste du système. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre du copinage? On a préféré prendre des gens qui ont fait le tour du monde, mais qui ne comprenaient rien, qui revenaient, qui organisaient des séminaires, qui contribuaient à nous abrutir. Voilà. Et donc voilà le résultat. Hein. Quand les enseignants même ça. Oui, voilà. Moi, je suis persuadé que 80% ne maîtrisent pas le système. Non, c'est honnête, parce que lui, c'est un enseignant, il a vécu. À partir du moment où vous ne maîtrisez pas le système, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous faites du copier-coller. Mes cours de 60 heures, je les ramène à 30 heures parce que sur l'emploi du temps, voilà comment la chose. Moi, je ne dénigre pas, c'est ce que j'ai vécu. Donc, moi, je me dis qu'il faut que le président de la République réunisse les spécialistes. Et sur ce point, on finit avec ça, Oui, qui réunissent les spécialistes, que l'on repense le système. Même s'il faut faire le double flux ou des cours à horaires décalés, comme disent les Belges, il n'y a aucun problème. Mais que ce soit un système réfléchi par nous, propre à notre réalité et qui va être mis en œuvre par nous-mêmes. C'est possible. Ah, c'est tout à fait possible. C'est un État, c'est pas une boutique, c'est un État. On finit là-dessus. Donc, finalement, vers quoi il faut se diriger? On a entendu le discours, on fait le constat des faits. Il y a un décalage. Or l'éducation, comme on l'a tous reconnu ici, c'est essentiel, c'est vital pour un pays comme le nôtre. Moi, je dis, on ne peut pas bricoler dans l'enseignement. Dans l'éducation, on ne peut pas bricoler. Quand on cherche à bricoler, il n'y a rien à faire. Ça se paye cash. Ça se paye cash. Et sur la durée. Le problème, c'est qu'on a bricolé dans ce pays avec l'éducation. Et comme avait dit, j'accuse pratiquement tous ceux qui ont à gérer ces pays. Depuis pratiquement l'imposition de, comment on appelle ça, du pass jusqu'à aujourd'hui, parce que bon, eux qui étaient là aujourd'hui à vouloir chercher à remonter la pente, c'est qu'à l'époque, ils eux-mêmes étaient contre les politiques qu'on voulait nous imposer. Dans les années 80. Voilà. Je me rappelle bien de ça, de cette époque-là. Mais ils nous ont laissé, quand ils sont arrivés au contact du pouvoir, et bon, ils se sont dit, on ne peut pas se démarquer de ces gens. Alors, le pass est passé et d'autres choses sont venues même s'ajouter sur le pass pour compliquer la situation. Parce que quand ils ont commencé... Mais alors, aujourd'hui, on veut... Parce que moi, ce que je trouve un peu, comme avait dit, un peu hasardeux, c'est de vouloir mettre tout de côté, vouloir faire table rase. Non. Je suis d'accord avec ce que Tradam a dit, c'est qu'on ne peut pas mettre de côté tous ceux-là, les contractuels. Ils n'ont jamais voulu être des contractuels. À l'époque, mais même eux qui sont au pouvoir là, c'est après tu finis ta formation, tu viens, tu fais un an de service civique, la formation militaire de 45 jours. Non, un an d'abord, dans un premier temps, à l'époque c'était un an. C'est après qu'ils l'ont amené à 2 ans. Et directement tu es embauché à la fonction publique. Parce que c'est ça la motivation. On mettait quelqu'un dans une situation de précarité permanente. Voilà. Pendant pratiquement combien d'années? C'est des licenciés, c'est des maîtrisards. Et aujourd'hui on vient un beau matin en 2022, on dit on fait table rase. Tous ceux-là, c'est des gens qui ont fait des diplômes à l'université, qui sont en tout cas compétents. Et l'autre aspect de la chose, c'est que malheureusement, quand on a fait cette vente, parce qu'il fallait recruter le maximum d'enseignants, c'est qu'on a recruté du tout, n'importe quoi. N'est-ce pas? Un temps, on ne cherchait même pas à savoir si la personne a même un diplôme. Oui, parce que c'était l'éducation de masse. Ils ont eux-mêmes évalué. Ils ont fait une évaluation au niveau du primaire, ils ont fait une évaluation au niveau du secondaire. On a déversé certains, on a maintenu certains autres, où on a dit on va renforcer les capacités. Mais malheureusement, ça ne règle pas le problème. Aujourd'hui, ce n'est pas, moi je suis convaincu que ce n'est pas cette histoire de réforme au niveau des écoles normales qui va régler fondamentalement la question. La question est profonde pour que penser que... Parce qu'on a amené des réformes. Parce qu'il faut l'existant. Quand il y a eu le départ massif à la retraite, il y a beaucoup d'enseignants compétents qui ont été mis dehors, n'est-ce pas, à cette époque-là. Parce que deuxièmement, de l'autre côté, les partenaires, les bailleurs de fonds, ils ont exigé cette situation. Aujourd'hui, pour divertir les gens... De service là. De 30 ans, oui. Aujourd'hui, pour divertir, on dit qu'il faut agir sur la démographie. Il faut réduire les naissances parce que les flux sont chaque année
Alors, mais une société, une communauté, par exemple, quand tu prends les autres pays, les autres pays, mais il faut savoir ce qu'on veut et il faut faire l'éducation qui peut être utile pour le pays. Le système de formation qui peut... Chacun a une utilité. C'est exactement ce que... Alors on dit on va agir, parce qu'on n'arrive pas à continuer. Parce que tout simplement, peut-être de l'autre côté, on veut imposer aux gens en disant que c'est parce que tout simplement... Non, si les ressources dont disposent les pays sont suffisamment bien gérées, moi je suis convaincu qu'il y a des questions comme l'école. On a abandonné l'école dans ce pays, comme on est en train d'abandonner, y compris la santé. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Nigériens qui n'ont pas accès aux soins de santé. Ce n'est pas l'accès. Ce n'est pas l'accès physique, hein, c'est l'accès économique même. Parce que quand ça est là, aujourd'hui, mais quand il n'y a pas le social, quand on met de côté le social, parce que tout simplement, le bailleur impose sa volonté et qu'on accepte sa volonté, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. Absolument. Non, il faut ajouter quelque chose. Le système, surtout au niveau du collège, a été complètement désaxé. Parce que la France est intervenue pour récupérer la formation des professeurs de collège et elle a liquidé cette formation-là pendant une vingtaine d'années. De sorte qu'il y a un hiatus maintenant entre ce qui se passait dans les années 80-90 et aujourd'hui. Il faut dire le rôle de la France dans la désagrégation du système éducatif nigérien, parce que c'est elle qui a récupéré... En fait, il n'y a pratiquement pas de collège. Non, c'est elle qui a récupéré l'école normale supérieure. L'appellation... Non, même pas je parle même de la formation des enseignants au niveau de l'école normale supérieure. La France a récupéré auprès des Belges l'école pour la liquider. L'école normale supérieure a été liquidée par les Français. Il ne faut pas... C'était les Belges au départ. C'est les Belges qui au départ avaient... Ils ont formé tous les enseignants à l'époque qui servaient chez eux. Mais qu'est-ce qui se passe quand la France a vu que ça marchait? Elle a dit, bon, donnez-moi le truc. Est-ce que c'est ça qui a fait la réforme? Non, ça dit avant c'était la faculté de pédagogie. Oui, mais à partir du moment où vous cassez le collège, ben, il y a quelque chose. C'est que c'est un système. Si vous enlevez un anneau, c'est fini. Et la France le sait. Parce que la France n'a pas vocation justement à ce que nous formions des gens susceptibles de développer. Donc ça, c'est comme cette erreur que beaucoup de gens font, beaucoup de parents font. Un enfant, il est indiscipliné, il faut l'amener dans l'armée. Parce qu'on pense qu'on va le corriger. Oh non, les écoles qu'on veut tonifier, qu'on veut moderniser, comme les instituts de formation qu'on veut... Or, l'armée, c'est la discipline. Voilà, c'est différent. Oui. Le produit qui vient, s'il est mauvais, en 1 an, 2 ans, tu ne peux pas l'améliorer au point où il soit excellent, parce que lui, il va aller aussi rendre. Donc il faut toujours avoir des bons grés pour arriver à ce niveau de formation, et en ce moment, ça peut passer. Mais tant qu'on ne voit pas la base là, la base fondamentale, l'école primaire, eh bien, on a beau investir des milliards dans les instituts, dans les ENI, ça ne peut pas du tout avancer, absolument pas. Il ne faut pas que les gens se trompent. Ils le savent d'ailleurs. Comme l'a dit peut-être Bonti, c'est l'histoire de la Banque mondiale qui nous plombe et qui empêche aux gens d'avoir le courage politique et le courage tout court de dire non, moi je connais la réalité de mon pays, je connais la réalité de mon peuple, je connais mon problème, ce n'est pas ce que vous pensez, on fait avec mes propositions, c'est ça qui doit compter, pas les vôtres. Deuxième partie donc de ce titre, Bazoum, le discours face aux faits avec l'insécurité et les priorités donc, du président de la République, avec Boubacar Amadou que nous retrouvons. Bazoum Mohamed, le discours et les faits, deuxième partie de l'insécurité. Alors, l'insécurité, c'est une des 3 priorités donc, énoncées par le président de la République. Et le 18 décembre dernier, dans son message à la nation, il a parlé de cet aspect de sa gestion, donc de sa gouvernance. Je propose de suivre cet extrait donc, du président de la République, Bazoum Mohamed, à l'occasion du 18 décembre dernier. La consolidation de nos acquis démocratiques notre pays, à l'instar des autres pays du Sahel, est confronté ces dernières années au phénomène de la violence terroriste et à toutes les autres manifestations d'une criminalité à caractère transnational, trafic de drogue, vols à main armée et extorsion sur les routes, vols de bétail, rapts assortis de demandes de paiement de rançon,
trafic d'armes à feu, trafic de migrants, etc. J'ai instruit le gouvernement à tout mettre en œuvre pour combattre les acteurs de cette violence. À cette fin, des moyens conséquents sont mis à la disposition des forces de défense et de sécurité dont je salue l'engagement et le dévouement remarquables. Mais ce combat ne saurait être que l'affaire des seules forces de défense et de sécurité. Il doit être perçu comme un combat multiforme que nous devons tous assumer en tant que citoyens, où que nous soyons. Le gouvernement, quant à lui, s'attelle à la reconstruction des zones frontalières de notre pays, fragilisées par la crise sécuritaire, notamment dans le Liptako-Gourma, c'est-à-dire la zone dite des trois frontières, et dans le bassin du lac Tchad, qui concentre d'importantes masses de personnes déplacées. Le gouvernement, en relation avec nos partenaires humanitaires et de développement, a conçu et met en œuvre un programme de retour et de réinstallation des populations dans des conditions dignes grâce notamment à la restauration de l'autorité de l'État, un maillage sécuritaire conséquent, la délivrance des services sociaux de base et la reconstitution des facteurs de production. C'est que j'en dis, bon, c'est le discours. Et la réalité est tout autre sur le terrain, malheureusement. En tout cas, par rapport à la question sécuritaire, et effectivement, Tradam vient de le dire, c'est que, bon, les gens, au tout départ, on est assisté à des attaques massives contre des positions souvent militaires. Mais même aujourd'hui, il faut le dire, ça continue encore. Mais ce n'est pas tellement visible. Ceux qui sont dans cette zone, qui sont dans ces zones affectées, dans la zone affectée, ils le vivent au quotidien, n'est-ce pas? Ils le vivent au quotidien. Quand on dit on va créer les conditions pour le retour des déplacés dans leur terroir, moi je dis c'est juste le discours. Parce que moi, j'ai l'habitude d'aller un peu sur ce terrain-là et je vois des gens, je cause avec eux. Par exemple, quand je prends une zone comme Ayoro, je sais que... D'ailleurs, ces dernières semaines, les déplacements ont été drastiquement réduits dans ces zones. Oui, non seulement les déplacements ont été réduits, mais on assiste, on assiste à de nouveaux flux. C'est qu'on assiste, contrairement au discours, c'est qu'on assiste à de nouveaux flux. Régulièrement, on assiste à de nouveaux flux parce que les activités de ces groupes, de ces bandits-là ont repris avec intensité dans les zones. Les patrouilles qui sont organisées, bon, ils sont aussi, il faut le dire, ils sont aussi renseignés. Mais ils viennent, ils mettent la pression sur les populations. Par exemple, moi, on m'a fait cas au niveau d'Aéro, un camp qui a été construit par le HCR, vraiment urbanisé avec tout et tout, mais pour accueillir les réfugiés maliens là-bas. Mais les bandits sont venus les déloger, ils sont revenus carrément à côté, à quelques encablures à côté d'Aéro. Et ils ont sollicité retourner, mais il faut créer les conditions pour qu'ils puissent retourner. Mais alors, dans le discours, quand on dit, bon, il y a la calmie, il y a ceci, cela, parce que l'information ne remonte pas souvent. Mais ceux qui vivent dans la zone, je vais le dire, c'est que ces gens-là, quand ils vous causent, quand ils vous disent ce qu'ils vivent au quotidien, imaginez que des gens vous disent qu'ils ne dorment pas chez eux la nuit. Sans bruit, ils vont aller dormir. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, dans le même temps, ça fait des années qu'on a interdit la circulation des motos. Et étrangement, ces gens parviennent et aujourd'hui, dans tous ces départements dont on vient de citer, cette décision est renouvelée. Interdiction de circuler en moto, de jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Et de manière systématique, il y a des zones où les marchés sont fermés. Mais jusqu'ici, aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à stabiliser véritablement. Il y a un semblant d'accalmie de temps en temps. Ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre asymétrique. Eux, ils connaissent la zone, ils ont une capacité de mobilité quelque part exceptionnelle. Et on n'arrive pas. Tant qu'on n'arrive pas, parce qu'aujourd'hui, ce que je le dis, c'est que les populations qui quittent là, ils n'ont plus envie de retourner chez eux parce qu'ils se disent, vous allez partir, même quand on amène un dispositif à côté, au bout de quelques temps, quand le dispositif bouge, les mêmes gens là vont venir et reprendre la même chose, quoi, les exactions contre elles. Voilà un peu la problématique. Moi, je me dis, c'est pour ça, quand on dit, j'ai entendu une fois le ministre de l'Intérieur dire qu'on est comme un havre de paix comparé au pays. Non, on est confronté à la même réalité. Les gens qui font les attaques, ils sont mobiles, ils vont d'un pays à un autre. C'est la zone de trois frontières, on dit. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est juste le discours, on est toujours... Parce que quand on n'arrive pas à pacifier, il y a des gens, ça fait 2, 3, 4 ans qu'ils ont abandonné tout.
leur champ de culture, leur armes de production, ils ont tout abandonné. Et on a parlé de l'école tout à l'heure. L'école ne marche pas dans l'école ne marche pas. Absolument. L'école ne marche pas. Mais quand j'étais sur le site d'Ayo, des réfugiés, des déplacés internes d'Ayo, quand je causais avec le major, l'infirmier, puis il me dit les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Alors, ça pose sérieusement un problème à ce niveau. Et tout ça, bon, quand quelqu'un qui n'est pas en contact souvent avec ces gens, on a l'impression que tout va pour le mieux, il y a une stabilité. Il y a certes un peu de stabilité, mais c'est précaire. C'est une situation qui est totalement précaire. Les priorités, dans le sens Bazoum, là aussi, quelque peu ébauché, il s'agit d'équiper les forces de défense et de sécurité, donc vers leur équipement de façon importante, à procéder à un maillage sécuritaire, renforcer le dispositif ou amener le dispositif là où il n'y en a pas. Et le deuxième aspect, c'est le retour de l'autorité de l'État dans ces zones et le retour des populations aussi. C'est un peu... En disant cela, lui-même se contredit parce qu'il conforte la thèse selon laquelle beaucoup soutiennent que nous aussi, on a des parties du territoire qu'on ne contrôle pas. Parce que parlant de Rappeler, moi j'étais surpris qu'il ait utilisé ce terme, parce que quand même c'était notre cheval. Retour des populations déplacées, docteur Rappeler, oui. en fait, qui ont quitté leur terroir, leur champ, leur village, oui. Les ramener dans leur village. Oui, parce qu'il n'y a plus de village en réalité. Les gens ont quitté le village, d'autres s'en ont approprié, donc il faut chasser ces gens-là pour... Mais cela dit, contrairement à ce que vous avez dit, c'est pas que l'information ne remonte pas, l'information remonte très bien, mais c'est un usage qui est fait de manière politique peut-être, c'est ça qu'il faut déplorer. Mais moi je pense, au-delà d'équiper les forces de défense et de sécurité, au-delà de revoir le maillage, mais moi je pense qu'il faut forcément lâcher du lest à ces RDS-là. Parce que c'est sûr, beaucoup de gens vont crier sur moi, ce que je vais dire, les droits de l'homme, ils s'accoquinent mal avec le terrorisme. C'est un aspect sur lequel on ne peut pas vraiment légiférer d'une manière comme on veut le faire. Mais un militaire qui est en pleine opération, il repère une cible qui vient de l'agresser. Ils ont poursuivi les gars, on dit non, vous ne devez pas, vous n'avez pas le droit de les neutraliser. Il faut informer, il faut les arrêter parce que... Donc ça fait partie d'une autre motivation des forces de défense notamment, pas des forces de sécurité, parce que les forces de sécurité elles sont beaucoup plus en ville, mais les forces de défense elles sont confrontées à ça. Tant que vous n'avez pas la latitude de neutraliser des assaillants et qu'après on vous poursuive devant les tribunaux pour dire ça, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Il faut que vraiment l'État sache, raison garder, faire la différence entre une opération et une attaque armée rudement menée par des terroristes et que nos gens ont répliqué. Donc, il faut... C'est ça, en réalité, on appelle jouer sur le moral de tout. Parce qu'un officier qui conduit une opération et qu'après il se retrouve en quarantaine ou carrément ramené à Niamey, interrogé sur ça, mais comment voulez-vous que ça puisse continuer? Ça ne va pas continuer. Donc, au-delà de l'équipement, il faut vraiment rebooster le moral de troupes. Les terroristes, eux, ils ne font pas de quartier. Ils t'ont vu, tu es armé ou pas, tu es une cible, ils t'abattent. C'est même droit de tuer qu'on le reconnaît, il faut que nous aussi, qu'on reconnaisse à nos éléments ce même droit de tuer. Parce que sur un terrain, je ne dis pas les populations cibles, mais en tout cas, un terroriste et un gars armé, il n'y a rien à faire. Si tu ne tues pas, il va te tuer. Donc il faut que les gens comprennent, ce n'est pas dans les bureaux que cela se décide, le terrain, il commande. Ce n'est pas les bureaucrates qui vont décider des opérations à mener sur le terrain. À chaud, un meneur d'homme, honnêtement, il n'a pas à réfléchir par rapport à une attaque qui est menée pour savoir, s'il hésite à dire, si je tue, on va me faire ceci, déjà dès lors, la base est biaisée. Donc il faut vraiment, moi je dis, il faut permettre à nos forces de défense d'être vraiment, elles sont très professionnelles, elles le sont déjà, on les a tonifiées, il faut leur permettre d'aller quartier libre. Parce que, comme on le dit, les zones de 3 frontières, mais regardez comment les médias internationaux
nous montre même les armements, les positions de ces gens-là. Absolument. Et nous, on est assis au nom de droits de l'homme, au nom de l'intangibilité de certaines choses, il ne faut pas y aller. Mais comment voulez-vous que vous... les médias disent qu'ils se sont équipés, il y a un renforcement de ceci, comment ils le savent? Nous, on ne peut pas le savoir. Donc cette histoire, honnêtement, il faut que les pouvoirs publics se décident vraiment à prendre le taureau par le corne. C'est dommage de le dire. De l'autre côté, peut-être c'est des Maliens et des Burkinabés qui sont en train de faire peut-être avec une autre force que nous, ici, on combat, on ne veut pas de sa présence. Mais si elle amène des résultats, le plus important pour un chef, c'est de savoir qu'il y a la culture sociale chez lui. Qu'importe le prix qu'il aura à mettre. Qu'importe honnêtement le prix qu'il aura à mettre. Absolument. Docteur. Vous savez, moi je me dis que Bazoum a un peu touché du doigt ce qui doit se passer. Quand il dit que chaque Nigérien doit s'engager dans ce combat, ça veut dire, moi de mon point de vue, il faut décréter la mobilisation générale. Le nombre que j'ai vu là, aucune armée isolée ne peut l'affronter. Donc il faut décréter la mobilisation générale. Ce n'est pas avec des gens déglingués qu'on va faire la guerre. La guerre se fait par classe d'âge. 20-25 ans, il faut les mobiliser. S'il faut mobiliser 100 000 hommes, il faut mobiliser ces 100 000 hommes, les équiper et aller à l'affrontement. Les former. Les équiper, ça veut dire qu'on les a déjà formés. Donc, mais cela doit se faire avec les pays de la sous-région. Moi, de mon point de vue, il faudrait que l'on taise les considérations politiques avec les Maliens et les Burkinabés, que ce soit des Congolais qui les dirigent, ça c'est leur problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que la paix revienne. Pour que la paix revienne, il faut que ces trois armées-là travaillent de concert au niveau des trois frontières. Vous avez vu au Congo, quand il y a eu l'attaque du M23, la CENCO, la Confédération des Églises nationales du Congo, a dit non, il n'y a pas de religion, il n'y a que le patriotisme. Et le patriotisme là, il n'y a pas de concession, il faut se battre. Il faut mobiliser les forces pour aller combattre ces gens-là. Moi je me dis que c'est l'unique solution, il ne faut pas passer par 4 chemins. Et surtout, ne pas voir dans la guerre là un business. Moi je pense que c'est ce qui est en train de plomber l'action de nos forces de défense et de sécurité. Vous allez, comment un vendeur de Katako va aller acheter des armes, s'il vous plaît? Non, les armes là, vous les achetez d'État à État, en situation de guerre. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le chef des services de renseignement, peuvent se déplacer pour aller dans un pays, négocier. Même s'il faut payer par la suite, le Niger est capable, mais quand même, on ne donne pas, en situation de guerre, on ne donne pas l'achat d'armement à un vendeur de cacahuètes quand même. Non. Et vous voyez que c'est le seul domaine où les gens peuvent créer une entreprise aujourd'hui et demain on leur donne un agrément pour dire bon, ils sont autorisés. Non, je pense qu'il faut que les gens sachent le voir derrière. Parce que le problème qu'il y a, contrairement à ce... Moi, j'ai causé avec un officier. Il me dit aujourd'hui, là où ces terroristes-là sont, il faut même des vidéoconférences. C'est-à-dire qu'ils se contactent même par vidéoconférence. Ça veut dire qu'ils ont des moyens sophistiqués. Vous avez vu sur TV5, ils ont des milliers et des milliers de motos. Quand ils sont venus faire acte d'allégeance à leur nouveau calife. Bon, essayons de voir, je ne sais pas si l'élément, après vous allez continuer, docteur Bounty, et demander à ce qu'on nous retrouve l'élément là sur ce que vous disiez, l'acte d'allégeance donc à leur nouveau émir. Je crois que c'est l'EGS, hein? Oui, l'État islamique au Grand Sahara. Donc il semble que c'est en territoire malien, à quelques encablures de la frontière nigérienne d'ailleurs, que ce grand rassemblement a eu lieu. Mais il a eu lieu tout bonnement. Ils se sont réunis par milliers et ils ont tenu leur réunion et se sont dispersés sans qu'ils ne soient inquiétés outre mesure. Et d'ailleurs, notre camarade de la rédaction, Sidi Kouarouna, en réalisant cet élément, a parlé avec vous, docteur Bounty. Je propose de suivre cet élément donc, de Sidi Kouarouna, notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré. L'État islamique au Grand Sahara veut marquer les esprits avec cette vidéo de propagande publiée lundi soir. C'est ce reportage diffusé par TV5 Monde qui fait polémique en Afrique et particulièrement au Sahel. Ce reportage présente la cérémonie d'allégeance des groupes terroristes locaux au nouvel émir de l'État islamique au Sahel. Il n'en suffit pas plus pour que certains observateurs avertis en tirent les conséquences. L'analyste politique, Dr Amadou Bounti Diallo, y voit la preuve.
que la France a toujours su où se trouvent les terroristes en Afrique. Franchement, je pense qu'au moins une chose est certaine à partir des images que nous avons vues sur la télé, c'est que les Français et les Américains, en tout cas, savent au moins où se trouvent ces terroristes-là. Et quand vous voyez la manière dont des milliers d'hommes avec des véhicules, des centaines de véhicules, des milliers de motos se retrouvent sur, en tout cas, dans une plaine, et qu'on nous dise que les drones et les avions, les satellites et autres là ne les ont pas vus, moi je pense que au moins ça nous éclaire par rapport à la France. La France sait où se trouvent les terroristes, ça au moins c'est une certitude. Vous voyez de l'ombre. En fait, moi je me dis que la diffusion de cette vidéo par TV5 participe justement de cette volonté de la France de nous prouver que sans elle peut-être que nous ne pourrons pas vaincre des milliers de terroristes. Pour l'universitaire, il n'y a pas lieu de mener des représailles contre cet outil de propagande de la France qu'est TV5. Les États du Sahel doivent pouvoir aussi profiter des effets négatifs de ces médias. Moi, je pense qu'il faut les laisser continuer à dévoiler leur jeu. En fait, ça veut dire que, fondamentalement, la France n'est pas prête à lutter contre le terrorisme. Voyez un peu ce qui se passe en Ukraine. Ce sont ces genres de reportages-là, justement, qui permettent à Poutine de localiser où se trouvent les soldats ukrainiens. Vous voyez donc, quand Poutine détruit les immeubles, ça veut dire quoi? Que c'est dans ces immeubles-là, qu'on dit d'habitation, que les soldats ukrainiens se retrouvent pour harceler les troupes françaises, les troupes russes qui avancent. Donc, il ne faut pas fermer les... Ça nous montre au moins que ces télés-là, en tout cas, sont de connivence. Ces médias français sont de connivence avec les terroristes. Ce monsieur qui se dit Wassim, qui se dit spécialiste, où est-ce qu'il tient ces informations-là? Apparemment des services secrets français. Donc, si les services secrets français ont autant de renseignements, pourquoi ne pas les communiquer à nos forces pour que, justement, pendant ce rassemblement, on puisse bombarder ces gens pour faire le maximum de dégâts dans leur rang. Pour Dr Amadou Bonti Diallo, les armées des 3 pays du Sahel impactés par le terrorisme sont désormais condamnées à travailler ensemble. Si pour lui le reportage est négatif, il présente tout au moins l'avantage de montrer que le défi est entier et la menace plus que jamais présente. Dès lors, il appartient à ces 3 armées de se concerter pour créer les conditions de l'anéantissement de cette horde de terroristes qui menace jusqu'à la survie de ces 3 nations. Oui, bon, selon certains repentis, les terroristes sont payés, je crois, c'est 400 000 à 500 000 francs par mois. Quand ils massacrent des gens, on augmente sur le salaire en fonction du machin. C'est-à-dire que vous êtes récompensé. De la prise de guerre. En fonction du nombre de gens que vous aurez massacrés. Mais il faut faire le distinguo entre ce regroupement terroriste-là et les gens d'Al-Qaïda. Ceux-ci-là, vous avez remarqué, leur dernière attaque massive, c'est sur les positions des gendarmes dans la région de Terre. Eux, ils n'attaquent plus par petits groupes. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour attaquer, selon en tout cas les gens du renseignement là, ils s'arrêtent à attaquer de manière massive, entre 500 et 1000 hommes. De sorte que quand ils arrivent, et vous avez vu au Burkina, ils ont pris le régiment de Djibo. Donc quand ils viennent en grand nombre. Parce que eux, leur vocation, c'est de faire le maximum de dégâts, aussi bien chez les forces de défense que chez les populations civiles. Alors que généralement, Al-Qaïda ne s'attaque pas facilement aux civils, selon ce que les services de renseignement disent. Mais eux, là, il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de militaires, civils, machin. Dès qu'ils interviennent, eux, c'est pour tuer. Donc c'est pourquoi moi, je pense qu'il faudrait que nous taisions nos différences pour approcher les Maliens et les Burkinabés pour mener ensemble des opérations contre ces gens. Vous avez vu, quand dans l'opération colère d'Obama ou Déby les a pris, il a tué en quelques 2 ou 3 jours plus de 1000. Et si vous les laissez, quand ils attaquent, ils sont en rassemblement au Mali, le Niger les voit, le Niger les laisse. Pensant que non, ils vont uniquement... Donc quand ils auront fini avec les Maliens, ils vont venir nous attaquer. Quand ils vont finir avec le Burkina, ils vont nous attaquer. Moi, je pense qu'en Roussa, il y a une expression qui dit « Karkawasa de Mechiji ». Quand il y a Tachi Kabou Kakashi. Moi, je pense que c'est la date là qu'il faut leur appliquer. Non, et puis, j'arrive. Moi, je suis contre les histoires de repentis là. C'est faux. Ces gens-là, ceux de l'État islamique ne sont jamais des repentis. Pourquoi? Parce qu'ils ont une conception stricte de l'islam qui fait que pour eux, même si nous prions, nous sommes des mécréants.
Pour la simple raison que pour eux, le bon musulman, c'est celui qui s'engage dans le djihad avec eux. Si vous n'êtes pas engagé dans le djihad avec eux, vous êtes un mécréant. Donc, quelle repentance ils vont faire? Moi, je pense qu'il y a Abou Guissou. Non, ça, je disais tout à l'heure, en fait, que c'est terrible quoi, ce qui arrive. Parce que la CEDEAO qui est encline à se réunir pour un oui ou pour un non, ça, c'est un élément dans une zone CEDEAO. Avec des éléments, des images fortes. Même si nous, les trois frontières, on n'arrive pas à s'accorder, parce que les deux autres militaires, c'est chez nous seulement qu'il y a un civil, on n'arrive pas à... Mais quand même, ce problème doit être pris à bras le corps par la CEDEAO pour dire, ah, attention, ces trois pays risquent de ne pas exister dans un court instant si on ne fait pas attention. Parce que ces images-là, il faut qu'on interpelle ceux qui les ont diffusées. Comment vous avez su ces images? Où ça s'est passé? Dites-nous, on doit être en mesure de le faire quand même. Mais vous savez, c'est la presse seulement, la presse de ces trois pays-là qui se meut. Mais aucun dirigeant, ni ministre de l'Intérieur, ni chef d'État, ni ministre de la Défense, ni Premier ministre, ni président lui-même, personne ne s'est étonné d'abord que dans son pays, il y a des histoires comme ça là, qui se passent et lui, il ne connaît pas. C'est ça, c'est ça que je me donne. À quoi vraiment servent parfois les services de renseignement? Même si c'est du renseignement, la DGC et consorts, c'est du renseignement, mais quand même, il faut s'indigner par rapport à nos partenaires. Pour dire, si vous avez la possibilité d'envoyer, parce que ces journalistes, ils ont été convoyés, forcément, ils ont été protégés, amenés sur zone pour faire ces images. Sauf si ces images leur ont été envoyées. Même si les images leur ont été envoyées, ça veut dire qu'eux, ils savent. Ils savent où ils se trouvent. Donc, on doit être à mesure, nous, de le savoir. TV5, c'est une télévision française qui est dédiée justement à la francophonie, pourtant, à l'espace francophone. Donc, on doit être en mesure quand même de s'inquiéter. Écoutez, si vous avez des éléments comme ça, mais attendez, il faut que nous, la CEDEAO, là, en urgence, on se réunisse pour savoir, il faut qu'on interpelle les gars, mais ils sont plus de 12 000 équipés. Comment même ces engins sont arrivés sur zone? Comment tous ces gens sont arrivés sur zone? Non, on n'est pas au courant. Donc ça veut dire qu'ils vont nous cacher quelque chose. Il faut qu'on soit clair dans notre partenariat. Alors, pour finir, est-ce qu'on est sur la bonne voie avec moi, ce je que le président a dit? c'est qu'on vient de visionner comme image là. C'est qu'on vient de visionner comme image. Et on voit le plus souvent, c'est d'ailleurs eux qui nous donnent les images par rapport à ces choses-là. Alors, on dit ils sont là pour nous aider, les Français. Ils sont venus avec des drones et tout et tout. Mais comment des gens comme ça peuvent venir se rencontrer? Peut-être qu'ils ont passé 2 jours, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y en a qui sont renseignés. À quoi servent les drones? À quoi servent la collaboration? À quoi servent les informations? Non, mais au-delà des Français, nous, on a nos drones. Mais non, je veux dire. Non, mais et on a nos populations qui sont dans la zone aussi. On peut considérer, mais moi je veux dire, ça dénote tout simplement que les gens ne veulent pas que ça finisse, cette affaire-là. Oui, parce que c'est une économie de guerre. Ça arrange quelque part les gens, y compris des politiques et tout, y compris peut-être ces partenaires qui sont là. Il faut que ça perdure cette situation, que des zones soient carrément annexées quelque part. Moi, j'ai dit quelque part, quand on voit ça, on doit pouvoir donner un instrument et intervenir rapidement pour pratiquement neutraliser c'est dans l'espace. C'est dans notre espace. Et puis, c'est dans des steppes herbeuses. C'est pas trop une il n'y a pas de forêt. Alors, on dit on est en train de lutter. Mais alors, ça pose problème. Et c'est pour ça, quand moi, on me pose la question, les motos qui circulent... Et en disant ça, ils sont visibles. Ça dénote que véritablement, il y a anguille sous roche. On ne comprend pas ce qui se passe. Et on dit on est en train de vouloir lutter. Les populations, pendant que les populations souffrent, on tient un discours en ville pour dire que tout va pour le mieux. Alors, face à des gens comme ça, qu'est-ce que les populations peuvent faire? Plus de 12 000. Qu'est-ce que les populations civiles peuvent faire? Et quand les gens se déplacent, on veut les retourner dans leur localité. C'est normal que les gens ne retournent pas dans leur localité quand ils quittent. Tu n'as que ta vie. Si on te l'ôte, c'est quoi? Alors, on ne verra même pas ton cadavre. On ne va même pas. Mais je veux dire, il faut qu'on change de paradigme par rapport à cette lutte-là pour considérer que des choses comme ça, on ne doit pas laisser passer. Interpeller, y compris les partenaires qui sont là. Comment TV5 a pu avoir ces images-là? Les journalistes ici, de la sous-région, ils n'ont pas accès à ce genre de choses. Ça veut dire qu'il y a un jeu qui est là, pernicieux, et les gens laissent faire. Oui, mais alors, justement, je disais à Hussein, est-ce qu'on est sur la... Il n'a pas la télécommande. Il n'a pas la télécommande. Le président de la République n'a pas de télécommande. Même si là, il n'y a pas de télécommande. Dans le même temps, vous interpellez les partenaires et tout, et même la France de façon
nommément, comme l'a fait le docteur, etc. Mais dans le même temps, on constate qu'effectivement, le Niger est en train de devenir le centre des opérations de la France dans la sous-région, de la région, et même à partir du Burkina, et on est en train de se replier sur Niamey. Ce n'est pas qu'à partir du Mali seulement. Donc, finalement, est-ce qu'on tient la télécommande, comme dit? Non, ça, tout le monde sait que c'est un abus de langage, il a dit comme ça, il n'a pas la télécommande. C'est eux qui ont bombardé à Isa. Mais regardez ce qui se passe. Regardez. Comme tu l'as dit, on a toutes les forces qui convergent vers Niamey. Niamey est en train d'être boosté, tonifié en termes de force. La dernière en date, c'est l'Allemagne qui est venu aussi pour qui va faire ce système. Mais à cause de tout ça là, qui est en train de se passer, lui, le président, il a vu ces images-là. Même s'il n'a pas vu, ses services ont vu. Mais quand même, à quoi moi vous me servez, à moins que c'est juste pour, comme ils accusent comme ça, Wagner de protéger les dirigeants maliens, à moins que c'est juste pour protéger le régime. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'avec tout ce que j'ai sur mon territoire, toutes les forces européennes qui sont là, que des gens comme ça viennent, même si ce n'est pas sur mon territoire, quand même à 5-10 km de nos frontières pour s'installer, pour tenir des trucs comme ça, sachant que, comme l'a dit Bounty, que s'ils finissent là-bas, ils vont se retourner comme nous. Vous parlez de la CEDEAO et de Wagner, on se rappelle de la CEDEAO, parce que le président ghanéen a dénoncé la présence de Wagner au Burkina, mais il ne dénonce pas la présence des terroristes dans la zone, vous voyez. Des terroristes en grand nombre dans la zone. Donc, vous voyez. Et vous voyez, ce que le président burkinabé a dit est important, très important, et je crois que toute proportion gardée, chaque chef d'État, notamment le nôtre, doit se dire cette image. Quand il est venu, il a dit c'est bien beau, les gens vivent dans les villes, Ouagadougou et Bobo, mais vous ne vous rendez pas compte réellement du problème. Et aujourd'hui, à Niamey aussi, c'est comme ça. On a l'impression que ça va, je touche du bois, je sais que c'est pas comme au Burkina, mais ce semblant de quiétude, de calme, il n'est qu'apparent. Il n'est qu'apparent. Sur les fronts, c'est chaud, comme tu l'as dit. Rien que la semaine dernière, il y a eu des attaques. Et les gens sont en train de rentrer. De côté. Donc, oui, toutes les routes là sont pratiquement en zone rouge et sont interdites. Les diables, nos dirigeants doivent se dire, mais avec ce qu'on a diffusé sur TV5 là, ça veut dire que vraiment il faut qu'on s'arrête. Ou vous êtes là pour nous aider, ou alors vous foutez les camps. Comme les Maliens l'ont dit. Parce qu'on ne peut pas accepter que, malgré tout, on a dit, bon, le Mali, il a choisi notre option, nous, on va venir tonifier le Niger, on a plus de 3 000, 4 000 hommes au Niger, mais qui est 12 000 qui rentrent avec des motos, des équipements, des voitures, et personne ne les a vus. Ils sont là à nos frontières, personne n'intervient. Et nos chefs d'État, personne ne dit quelque chose. C'est comme si, par exemple, bon, ils savent, ils ont conscience, mais ils ne peuvent pas lutter contre ça. C'est un agenda qui est là. On ne sait pas quand est-ce que ça va déclencher. Je veux juste compléter, Tradam, c'est que je viens de voir un poste de l'autre, là, Ibrahim Mazoudiallo, un regroupement qui se passe dans une zone là, dans la zone. Il a signalé, il a alerté des éléments qui sont en train de se regrouper. Ibrahim Mazoudiallo, journaliste, mais il y a un autre même vers Ingal là qui est en train de se reconstruire. Mais s'il n'y a pas de réaction, ça veut dire que les gens laissent faire, notamment les partenaires. Il n'a pas besoin d'alerter, ils savent. Aujourd'hui, les renseignements quand même au Niger, on a une base de drones américaine qui est installée vers Madama, donc, qui fait tout. Ce que je comprends ici, contrairement à ce que le président de la République a dit, dit, il y a beaucoup de choses à faire. On n'est pas forcément sur la bonne voie. Il faut peut-être changer de paradigme. Mais il est possible aussi que ces images-là, que la France les utilise pour faire comprendre à nos chefs d'État que si ces troupes s'en vont, que ce serait la faillite de ces États-là. C'est tout à fait possible. Non, mais c'est pas innocent. Mais ça qu'on dit au Mali, on dit que depuis qu'ils sont partis, hors les Maliens, suivez la télévision malienne. Suivez la télévision malienne si vous avez l'occasion. Mais tous les jours, ils ne font que du progrès. Mais avec la France, on a l'impression que c'est faux. Mais quand vous suivez la télévision malienne ou les télévisions privées maliennes, la montée en puissance des femmes. Les gens, ils ont pratiquement aujourd'hui, vous pouvez à partir de Bamako, l'une des dernières nouvelles en date, c'est l'utilisation des drones qu'ils ont acquis récemment. Voilà. Des TB2, je crois. Ouais. Mais donc, vous voyez, parfois, il y a des gens qui ont fait une opération là, qui ont, semble-t-il, détruit une base terroriste en territoire malien. Bon, c'est des informations des médias maliens, restent à vérifier à partir de chez nous. Mais selon ces informations, cette opération a réussi. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés avec l'intervention de ces drones-là. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont acquis des équipements qui leur permettent de faire la différence souvent sur le terrain. Oui, mais comme tu dis, reste à vérifier. Pourquoi vous croyez plus
aux informations des Occidentaux que c'est de la télévision malienne. Il y a un problème. C'est visible, ils te montrent. Les ministres sont partis sur zone, tout le monde est parti sur zone, et on interroge déjà. Il n'y a pas plus de crédibilité que ça. Mais pourquoi tu veux croire plus à ce que l'Occident te montre? Non. Moi, je ne... Sur une télévision comme celle-là, 2 ou 3 télévisions maliennes, moi je... Vous disiez tout à l'heure de changer de paradigme. Quel paradigme il faut changer et comment? Non, moi je pense que la France est extraordinaire. Regardez au Burkina. J'arrive. La France a rougi pratiquement toute la carte du Burkina Faso pour dire que ces ressortissants ne doivent rester qu'à Bobo et à Ouaga. Même ceux qui sont à Kourgou, à l'université, on dit non, non. Tout le monde. Quand même, il faut être sérieux. Non, moi je pense que vous êtes là. L'opération Sabre est là-bas depuis 2012. Mais pour quel résultat? Maintenant la France est prête à rapatrier ces gens-là chez nous. Et cela donne... Et c'est même les forces spéciales françaises. Oui, Sabre, c'est ça. Cela donne en fait, cela conforte les gens dans l'idée que la France ne veut pas s'engager véritablement dans le cadre de la lutte anti-terroriste parce qu'apparemment c'est un marché porteur. Et donc ça lui permet de rester ici et peut-être de continuer à voler ou à piller les ressources des pays. Mais moi je me dis que sincèrement, changer de paradigme, ça veut dire quoi? Moi de mon point de vue, il faut chercher d'autres partenaires. Moi de mon point de vue, c'est comme ça. Parce que les Français ont montré leurs limites. Vous ne pouvez pas être sur un territoire et pendant au moins une dizaine d'années et chaque jour que Dieu fait, les terroristes grignotent un peu. Ils ont attaqué, comment on appelle ça, Kobagé, ils ont attaqué ici à la sortie là vers Wallam, ils ont attaqué Kouré, et ils circulent sur notre territoire comme bon leur semble, entre Wallam et Damkassari. Ils sont dans le parc national W. Pourquoi aujourd'hui? Ils étaient à Bougoum. Non, moi je me dis que, en tout cas, ce partenariat-là, il va falloir peut-être le remettre en cause. Et quand Bazoum dit qu'il a la télécommande, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a batterie dedans? Est-ce que vraiment il y a des batteries dans la télécommande? Non, vous savez, moi je mettrais une nuance pour ne pas... Parce que les gens, quand on dit de changer de partenaire, tout le monde voit forcément la Russie. Ce n'est pas forcément la Russie. Avec ton propre partenaire, le partenaire actuel là, on redéfinit les termes de contrat. Même si Bazoum dit que non, qu'au Niger, c'est la seule alliance où on a l'armée française qui combat à nos côtés. Mais je suis désolé, ils ne sont pas au premier plan, les armées françaises. Sur le terrain, ce n'est pas comme ça. C'est certes sur le commandement du Niger, mais on sait où les Français. Donc c'est de redéfinir avec eux. Et c'est pourquoi je dis, quoi qu'on dise, le pays là, il nous appartient à nous tous. Il n'appartient pas au PNDS, il n'appartient pas au MNZ, il n'appartient pas au président Issouf ou bien au président Bazoum. Non, ça appartient à tous les Nigériens. Donc, souffrez que les Nigériens aussi disent leurs préoccupations. C'est eux qui meurent. C'est eux qui meurent tous les jours. C'est leurs parents qui meurent. Peut-être eux, ils sont bien au chaud, bien protégés, mais les Nigériens qui parlent là, il faut les écouter. Ils ont envie que les Français leur disent réellement ce qu'ils font. Ou que les Français s'impliquent beaucoup plus. Parce qu'on est convaincu que si la France s'implique avec tout le dispositif qu'elle a, mais c'est à tout pour moi là, on va l'exterminer en une journée, ils finissent avec. Ils ont les moyens. Rappelez-vous quand il y a eu la prise d'otage qui a mal fini, en 2010. Il n'y avait pas de base ici, Toulousain. Ils sont venus, ils ont quitté, on a fait... Ouais. Ils ont quitté le Tchad. On a quitté le Tchad. Et le Burkina. Le Tchad. Pour venir rattraper quand même les gens à la frontière. Ouais. Les gens ont fait l'opération à minuit 30. Et à 23h du matin, les Mirage français étaient sur zone. Et ils ont l'occasion de donc, ça veut dire que si voilà. Donc ça veut dire que si vraiment ils le veulent, ils peuvent. Donc il y a un problème. Honnêtement, moi je pense que le président Bazoum, même si on dit bon, il est pro-français aujourd'hui, c'est le bon ambassadeur de la France. Au Mali et au Tchad aussi. Voilà. Au Mali, quand l'opération Serval est intervenue, c'était ça, pour stopper la colonne. La colonne, oui. Voilà. Au Tchad, plusieurs fois. Ils ont détruit plusieurs fois les colonnes. Non, ils ne détruisent même pas. Il faut un passage à Razmot et c'est fini, les gars. Donc, ils ont la possibilité de le faire. Ils ont la possibilité de le faire. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche à nos présidents, notamment celui du Niger, de dire non, puisque vous m'exposez, c'est moi aujourd'hui l'ambassadeur de la France dans la sous-région, mais il faut que vous me permettez aussi de défendre cette position.
Je ne peux pas être un ambassadeur si je ne suis pas en mesure de répondre aux attentes de la population où je suis accrédité. C'est pas possible. Et ce que vous dites, c'est exactement ce que notre confrère Le Monde d'aujourd'hui, le journal Le Monde d'aujourd'hui, a dit en titrant Insécurité au Sahel, un reportage qui pourrait en dire long sur les complicités françaises au Sahel. Voilà. C'est le journal Le Monde d'aujourd'hui qui le dit. C'est à propos donc, de ce tatouplement du terroriste de l'EIGS entre la frontière du Mali et du Niger. Insécurité au Sahel, un reportage qui pourrait en dire long sur les complicités françaises au Sahel. Est-ce qu'il faut entrer dans certains détails? Oui. Il faut entrer dans certains détails. Parce que moi, je pense que Issoufou, vous voyez, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Il dit la situation au Sahel est comparable à ce qui s'est passé en Syrie et en Irak. Il faut une coalition internationale contre Daesh. Mais ce que Issoufou refuse de dire aux gens, c'est que dès les premières attaques, Israël lui a proposé de l'armement, de la formation. Il a refusé, au motif qu'il soutiendrait la cause palestinienne. Il ne faut pas se faire cette illusion. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, en contrepartie, Israël voulait apparemment que ces aéronefs, en tout cas, puissent voler le Niger quand ils vont en Amérique latine et en Amérique du Nord. Quand le Niger a refusé, qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël s'est rabattu sur le Tchad. Et vous voyez que quand les avions quittent Israël, aujourd'hui, au lieu d'aller faire le détour à Paris, machin, les avions passent par le Soudan, qui est déjà dans les accords d'Abraham, le Sud-Soudan, le Tchad, le Cameroun, et puis bon, et voilà. Donc ça leur fait gagner 6 à 7 heures de temps. Donc ils ne fournissaient pas les armements ou l'armement de manière, comment on appelle ça, désintéressée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient prêts à fournir aussi bien des Merkava 3 que des Merkava 4 et de l'armement, en tout cas de l'armement défensif. Disent maintenant, en ce qui concerne l'armement offensif, si vous en voulez, il va falloir acheter. Mais c'est les Merkava 3 et les Merkava 4 là, c'était ça à disposition. Et je pense qu'à l'époque, il y avait, le Nigeria a commandé un certain nombre de bateaux à Haïfa. Le matériel devrait être embarqué là pour être acheminé au Nigeria. Et les Israéliens ont choisi d'équiper Tilaberi, d'équiper Agadez et Difa. Bon, maintenant, moi je pense que voilà, il a vraiment refusé. Et puis bon, le résultat est là. Et l'arrivée des Français là, c'est les Israéliens qui ont révélé que les Français veulent s'installer ici pour au moins une trentaine d'années. C'est pas Issoufou. Voilà, c'est les Israéliens, avant même l'arrivée des premières troupes là, ils ont dit non, il y aura, à cause de ces attaques là, la France va essayer de vous forcer la main pour essayer de vous implanter, d'implanter ses bases ici. Non, mais les premières informations ont fusé au moment de la transition de Salou Djibo, où la question a été discutée, semble-t-il, dans un conseil de sécurité. Non, à l'époque, il n'y a pas de conseil de sécurité. Enfin, non, pas de conseil de sécurité, je dis une espèce de conseil de sécurité entre les responsables, les officiers supérieurs et généraux divergé. De la transition militaire. Voilà, ça a divergé. Ils ont discuté de la question, et il y a eu des divergences, et la décision n'a pas pu être... Voilà, exactement. En tout cas, le Tchad n'a pas hésité. Ils étaient en train d'équiper l'aviation tchadienne. Mais beaucoup regrettent aujourd'hui, beaucoup de ces officiers regrettent parce qu'ici, ils avaient ferré ça dans le marbre. Les civils qui allaient venir, c'était difficile pour eux de jouer ça. D'avoir une marge. Ceux qui ont milité pour que ça soit aux civils qui vont venir de décider, aujourd'hui, ils le regrettent beaucoup. Moi, je crois que je l'ai dit la semaine passée. C'est-à-dire, j'arrive juste un chef d'État en situation de guerre, quand tu te déplaces, vraiment faire en sorte que les pays dans lesquels tu vas là puissent t'aider à combattre l'ennemi. Tu ne peux pas aller en Égypte, tu ne peux pas aller en Afrique du Sud, tu ne peux pas aller, je ne sais pas moi, en France ou machin, et revenir l'avion vide. Non. Il faut leur poser le problème. Non, la France, ils sont déjà là. Bon, dans tous les cas, elle ne donne pas grand-chose. Elle a rénové les canons de vin et puis ça s'arrête là. Mais les Allemands, vous avez vu au moins le résultat. C'est que les Allemands équipent vos troupes. Et pour au moins une décennie. Moi, je me dis que, sincèrement, il faudrait maintenant que les gens prennent à bras le corps ce problème de lutte contre le terrorisme là, que le président en fasse et que véritablement peut-être qu'il prenne lui-même le ministère de la Défense pour convoquer ou pour en tout cas déclencher comment on appelle ça, une mobilisation générale afin que rapidement on puisse essayer de contrecarrer ces terroristes. Dernier sous-sujet, dernier sous-thème de Presse Plus relativement donc à ce thème général de Bazoum Mohamed
le discours face aux faits. La troisième partie parlera de la bonne gouvernance. On essaiera en quelques 3-4 minutes, avant de prendre quelques questions de nos téléspectateurs, de nos auditeurs qui nous suivent à Niamey ou à l'intérieur du pays, ou même au-delà, à partir de l'extérieur. Donc, Boubacar Amadou, notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré, pour cette troisième partie. La consolidation de nos acquis démocratiques n'a d'efficience que lorsqu'elle est doublée d'ambition pour exploiter et valoriser, transformer les richesses de notre pays en vue de l'amélioration du bien-être de nos populations. En effet, la conjoncture internationale de cette année est particulièrement difficile en raison de la survenance d'une série de chocs exogènes qui ont perturbé la mise en œuvre de nos politiques économiques. Cette conjoncture doit cependant être considérée comme une opportunité pour renforcer la résilience de notre économie face aux chocs exogènes à travers notamment une transformation structurelle de cette économie telle que déclinée dans le plan de développement économique et social PDS 2022-2026. En effet, notre pays ne manque pas de potentialités diverses dans les secteurs agro, sylvopastoral et halieutique, miniers et pétroliers, entre autres, dont le développement des chaînes de valeur permettrait de générer une forte valeur ajoutée dans le cadre des industries de transformation et des milliers d'emplois nécessaires pour résorber le chômage et lutter contre la pauvreté. J'ai instruit la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia, pour qu'elle agisse avec vigueur contre les auteurs d'actes répréhensibles dans la gestion des deniers publics. J'en appelle aux magistrats pour qu'ils aient toujours à l'esprit ce à quoi je les ai si souvent exhortés en matière de probité et de justice tout court. Je vous exhorte tous à toujours plus de patriotisme, de sacrifice et d'engagement dans notre œuvre commune de construction nationale dans la paix, la démocratie et l'état de droit. Alors, donc ça c'est la troisième partie, la bonne gouvernance. On l'a entendu, il a forcément, il ne peut pas l'esquiver. Forcément, il effleura le problème de la corruption, le problème de l'impunité, le problème de la redevabilité aussi et de la compétence. Sauf que cette fois, il ne parle pas de lui seulement, il dit qu'il en appelle à tous. Il a instruit la Halcia et il demande aux juges aussi de faire leur part du boulot. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, ce qu'il faut en dire, qui fausse notre démocratie, c'est que les autres pouvoirs n'existent pas, ou sont dépendants du pouvoir exécutif. La justice est dépendante de l'exécutif. L'Assemblée nationale, c'est un supplétif de l'exécutif. Alors, à partir de ce moment, bien évidemment, il instruit. Mais en dernier ressort, c'est qui décide? Quand il a fait son beau discours d'investiture, tout le monde était là. Tout le monde. Je veux lutter contre la corruption. Quel que soit votre bord politique, votre appartenance. Et là, ça commence à dater déjà. Ça fait 20 mois depuis ce discours. Tout le monde a acclamé, tout le monde a dit vraiment il va changer. Tout le monde s'attendait à ça. Aujourd'hui, c'est l'injustice, les gens sont contre l'injustice. Tout le monde en est conscient. L'impunité et le détournement des deniers publics. On en a connu pendant la décennie écoulée dans des proportions inquiétantes qu'on n'en a jamais connues dans ce pays, sous aucun régime. Mais les gens ont fait de l'État une affaire de, comment vais-je dire, comme si l'État est subitement devenu un patron privé entre les mains d'un camp politique. Mais quelle que soit par ailleurs la gravité de votre faute, vous allez rester impuni. La Halcia a fait son travail, sa partition. La dernière fois, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption, la Halcia a présenté, comment dirais-je, le bilan de la moisson de son travail. Une partie a été transmise au niveau, on dit, à la présidence, et une autre partie a été transmise au procureur. Non, au procureur. Au procureur. Maintenant, c'est ça que la loi dit. N'est-ce pas? Tout mais alors, moi je dis à partir du moment où il y a des faits comme ça, il faut que ça soit accéléré. C'est ça qui peut convaincre les Nigériens. Parce que quand les gens constatent, il y a des gens systématiquement, pour des pécadilles, systématiquement ils sont devant le juge. Pendant que des gens qui ont détourné et qui sont reconnus coupables, en tout cas qui sont, il y a les éléments de preuve qui sont là qui attestent qu'effectivement ils sont impliqués dans. Mais ils narguent.
Et quand on vient tenir le discours pour dire j'ai instruit, j'ai fait ceci, cela, comment parvenir à convaincre les gens quand on constate que les mêmes gens, les affaires, plus le temps passe, plus on a tendance à les oublier. Et on a comme l'impression qu'on veut faire l'impasse sur tout ce qui s'est passé au cours de la décennie 2011-2021 pour ouvrir une nouvelle page. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est l'affaire, c'est des deniers publics, c'est des affaires qui engagent l'État. On a connu pendant cette période où on a compromis de l'argent comme ça. Parce que tout simplement, quelques gens se sont permis de poser de mauvais actes. Je veux parler de l'affaire Africar ou comment ça s'appelle, où il a fallu payer au monsieur, dans le cadre d'une entente à l'amiable, il a fallu lui verser 5 milliards. Comme ça, parce que les gens ont commis des bêtises. On a dû payer 5 milliards, qu'on aurait pu injecter dans la santé ou l'éducation. Et voilà, c'est pour ça, quand moi j'ai dit au niveau de, pour ce qui concerne la bonne gouvernance, moi je ne me fais pas d'illusions, je ne vois aucune volonté de changer les choses. Je ne vois aucune volonté. Le discours est bien beau, mais les gens veulent des actes. Et les actes là, je ne vois pas comment ça va venir. Quand c'est X ou Y, et nous sommes du même beurre politique, on ne peut pas le toucher, il faut se protéger mutuellement. Mais quand c'est d'autres, on peut les sacrifier. Voilà le système dans lequel on évolue aujourd'hui. Et c'est pour ça que le discours n'est plus convaincant. Il faut qu'on pose des actes qui sont capables de montrer qu'effectivement, on veut changer, que par exemple, on peut les faire, mais on dit qu'il a les mains liées. Il ne faut pas se défaire les mains. C'est la grosse question. Absolument. Le journal L'Éclosion, l'hebdomadaire L'Éclosion a titré « Mohamed Bazoum s'éloigne de la lutte tant promise contre la corruption et l'impunité ». Mohamed Bazoum s'éloigne de la lutte tant promise contre la corruption et l'impunité. C'est la une du journal Le Monde d'aujourd'hui. Sur la question, la une du monde, de l'éclosion, pardon, c'est maintenant qu'on va découvrir la une du monde d'aujourd'hui, le journal Le Monde d'aujourd'hui qui titre Ibou Karaye et Hamazada, seul trophée dont s'enorgueillit Bazoum. Ibou Karaye et Hamazada, seul trophée dont s'enorgueillit Bazoum. C'est vrai qu'on se rappelle dans une interview, comme ça, qu'il a fait il a attrapé un ministre et puis un gars qui travaille à la présidence pour montrer sa volonté de... Donc, Ibou Karaye Hamamadou, seul trophée dont s'enorgueillit Bazoum. On peut le dire comme ça aussi? Oui, avant de poursuivre, moi je voudrais toutes les excuses qu'on a trouvées sur ce plateau depuis bientôt 20 mois à Bazoum. Je voudrais, avec ta permission, lire un extrait du discours du président Issoufou hier, à l'occasion du congrès, du 8e congrès du PNDS. Il dit: je suis heureux d'avoir réalisé cette alternance historique avec ce camarade pragmatique, courageux, intègre, brillant, cultivé, tribun hors pair, créatif, patriote engagé et doté d'un esprit d'initiative très développé. Ça, c'est le président Issoufou qui parle du président Bazoum, de son camarade de parti. Il dit: je me réjouis d'avoir cet ami de 32 ans. En effet, depuis 32 ans, nous partageons ensemble les bons et les bons. Je passe les autres. Donc, ça veut dire que dire, que veut un peuple en dehors d'un dirigeant comme ça, comme il a décrit? On dit qu'il est intègre, il est patriote, il est pragmatique, intelligent. Il est intelligent, il est tribun hors pair, plein d'initiatives. Mais en 20 mois, où est-ce qu'on se retrouve par rapport à ce qu'il dit et par rapport à la réalité? Est-ce qu'on a vu réellement un président tribun hors pair? Parce que toutes ces sorties, on sait comment elles ont été vécues par les uns et les autres. L'intelligence politique, bon, peut-être est là, il a pu constituer une alliance qui lui permet jusqu'à aujourd'hui de tenir la route. Mais initiative. Est-ce que réellement on sent des initiatives qui sont à même de booster? Donc moi je pense, Issoufou, si c'est pour fermer, pour bien ferrer Bazoum aux yeux de son peuple, il a bien réussi. En tout cas, moi, à mes yeux, il a bien réussi. Peut-être aux yeux de beaucoup de gens également. Maintenant, pour revenir à cette histoire de la Alcia, sous Issoufou, on a instruit, N et 1000 fois d'ailleurs, on a instruit, mais ça n'a jamais bougé. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se convainquent d'une chose.
au Niger, les gens ne croient plus aux mots, au discours. Les gens croient seulement aux actes. Tous les chefs d'État qui ont passé en tout cas de l'ère démocratique, le plus à même, celui qu'on a observé, qui ne donnait pas, qui faisait pas des longs discours comme on dit, mais qui agissait, c'était Tanja. Il dit ça, on fait rapidement. Il dit aujourd'hui, on arrête un tel, on va l'arrêter, quel qu'en soit le cas de figure. Mais on ne peut pas être sur la base. C'est vrai, la démocratie, c'est des textes également, il faut qu'il faille bien respecter, mais on ne peut pas respecter les textes d'un côté et on ne les respecte pas de l'autre côté. Aujourd'hui, les 32 dossiers les 37 dossiers qu'on a transmis, déjà, toute la presse en parle, elle dit que c'est des dossiers politiques à connotation politique, à caractère politique. Oh, si vous entendez ça, mais quand même sortez pour dire non, voilà, clarifier les dossiers. La dernière fois, on a dit, mais pourquoi ne pas mettre même sur le site internet, voici les dossiers, c'est un tel contre un tel. Et il n'est pas dit qu'ils sont coupables. Ce n'est que des dossiers. C'est à charge et à décharge. Seul le juge est à mesure de dire si tu es en tort ou tu ne l'es pas. Donc, mais pourquoi les gens veulent... On dit que c'est les secrets d'instruction. Mais non, il n'y a pas de secret d'instruction à ce niveau. C'est un dossier qui est là. On a transmis 1000 dossiers, ça concerne ça. Et c'est tout. Mais en les cachant sous le sceau du secret de l'institution, qui vous dit combien de dossiers sont soutirés? Au Burkina, on l'a vu, c'est le procureur qui sort. Voilà, exactement. Et à ce niveau, voilà ce qu'on reprend. Exactement. Oui, bon, on n'a pas forcément besoin de faire comme les autres font, puisqu'ils n'aiment pas qu'on dise que les autres font, mais faisons au moins pour nous. Trouvons notre système, un système nigérien qui soit en adéquation avec l'attente de la population. Même si les gens se trompent en disant non, que c'est Niamey. Encore que sur ces questions, on a pratiquement la même réalité. Oui, non, mais puisqu'on ne veut pas, ils ne veulent pas les dirigeants ne veulent pas qu'on parle, ce n'est pas des exemples pour eux, le Burkina, le Mali, ce ne sont pas des exemples. Mais créons pour nous. Non, je les concède. Même si c'est eux, c'est leur pensée, il faut respecter ça. Mais moi je dis, quand tu dis que tu ne veux pas ça, mais propose-nous au moins quelque chose qui est propre à nous. Qui soit en adéquation avec l'attente de nos populations. Absolument. Voilà, c'est ça qu'on demande. Mais dire, c'est un long français de dire qu'on a transmis 37 dossiers, bon, on ne sait pas de quoi ça s'est fait, et au finish, on aura combien, on ne sait pas. Donc, aujourd'hui, c'est ça, sa chance, comme je ne sais pas si en début c'est toi qui disais, ou bien c'est un journal qui disait, construire, déconstruire, reconstruire. Donc, le hérisson. Donc, s'il est dans cette phase, la déconstruction, là, il faut qu'il nous dise ce qu'il a déconstruit et ce qu'il est en train de vouloir construire aussi. C'est ça le plus important. Moi, vous savez, je suis de nature optimiste. Moi, je pense que notre pays a atteint un degré de corruption, de dégradation des mœurs, de raid quotidien sur les finances publiques au point où il sera obligé de procéder à des purges. Ça ne peut pas continuer. Il n'y a plus rien. Même les gens qu'on attire par les marchés publics et les nominations là, il y a saturation. Le système est saturé. Mais il paraît que le président, l'ancien président de la République, Mamadou Soufou, a demandé d'arrêter. Il paraît qu'il a demandé d'arrêter ça. J'ai lu ça quelque part. Non. Il paraît qu'il a dit qu'il faut arrêter net ça. Non, mais moi je suis sans t'interrompre, moi je suis j'ai donné son discours d'hier. Il dit qu'il faut continuer. On a atteint l'apogée, mais il faut continuer à recruter. C'est ça l'objectif, attention. Mais je dis quelque part qu'il semble qu'il se fasse dire. Non, ça c'est dans les coulisses. Non, oui, ça c'est le meeting, c'est surtout sur le meeting de Niamey qui devait faire. Oui, qui devait faire l'alliance. Mais c'était à l'occasion du meeting de Niamey. Oui, voilà, mais en retour, Foumakoy hier a dit qu'ils ont atteint l'apogée, mais il faut continuer. Or, après, c'est l'apogée, tout le monde sait. Non, moi je me dis sincèrement, moi je pense qu'il sera obligé de procéder à des purges. C'est-à-dire qu'on a atteint le fond. Il n'y a rien à faire. Ils peuvent faire des discours, tenter de protéger les gens, mais il y en a qui vont passer à la table, il ne faut pas les soumettre. Peut-être les tigres, peut-être les mouches, comme dirait Deng Xiaoping. Maintenant, le problème, il l'a évoqué tout de suite, ce n'est pas seulement dans cette affaire que le Niger a perdu. Il y a plus d'une vingtaine d'affaires dans lesquelles le Niger a perdu. Simplement parce que des gens sont incompétents. Ils sont allés signer des contrats qu'ils ont résiliés. L'affaire est Alimar. N'est-ce pas? Carte d'identité. J'ai vu le directeur de NCA, il dit qu'il est venu ici. Il voulait faire des affaires, on lui a retiré ses actions et on l'a chassé. Mais dans ces conditions... Ça date un peu. Oui. Mais dans ces... Non, c'est pas Sandia. Il dit que c'est...
C'est lui Youssouf. C'est sous Youssouf. Mais ça date un peu. Non, mais c'est sous Youssouf quand même. Puisque c'est consolidé, dépassé, ça veut dire Avancé. Avancer ou je sais pas quoi. Mais sincèrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si à l'extérieur on vous promet des milliards et des milliards, les bailleurs de fonds ne sont pas dupes. Pour venir injecter leurs sous, ils vont arriver à un moment, ils vont vous dire, écoutez, surtout ceux qui touchent à l'argent de la santé et les bailleurs de fonds vont finir par vous dire non, on ne peut pas continuer. Moi, je me rappelle de la Côte d'Ivoire où les gens sont allés grignoter les 19 milliards de Gavi. Mais même ici, Oui, bon, mais oui. le seul problème ici, il y a des gens qui sont allés en prison, mais les têtes n'ont pas été touchées. Ah oui. L'affaire Gavi, le fonds Gavi qui a été... C'était 19 milliards en Côte d'Ivoire. Là, Mais ils ont remboursé. Ils ont dit, vous nous remboursez nos sous. Nous, on ne cherche pas à savoir. Vous nous remboursez d'abord nos sous. Non, même ici, je crois. Mais ils ont dû rembourser. Voilà. Même ici, je Donc, ça vous dire, moi, Mais là, moi je c'est suis... parce que les partenaires ont exigé Oui, que ça soit absolument, remboursé. Mais les partenaires ne vont pas amener 45 milliards de dollars comme ça cadeau pour donner à des gens qui, le lendemain, vont ramener ces sous-là dans les paradis fiscaux. C'est pas possible. Moi, je me dis que, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il va falloir un moment qu'il commence les purges. Quoi, que ce soit avec les tigres ou alors avec les mouches. Le courrier a dit... Oui, par rapport à ce que tu as dit, le courrier aussi a placé cela dans le contexte général donc, du pouvoir du PNDS depuis une douzaine d'années maintenant. Le journal Le Courrier qui titre 8e congrès ordinaire du PNDS Taraya, la consécration de 12 années de gestion escabreuse des affaires de l'État. 8e congrès ordinaire du PNDS Taraya, la consécration de 12 années de gestion escabreuse Vous savez ce des affaires de l'État. Ce qui est extraordinaire avec ces gens-là, Oui, bon, quand vous causez individuellement avec eux, eux-mêmes savent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est mauvais et ça ne peut pas durer. Mais maintenant, quand ils sont en public, ils tiennent tout un autre discours. Moi, je vois mal comment Dieu va accepter que tu détournes 1 milliard et que tu ailles au paradis. C'est pas possible. Dieu n'est pas injuste. Bon, ça, c'est notre affaire. Non, vous savez, non, c'est pourquoi j'avais voulu qu'on parle de ce congrès. Oui, De ce congrès, puisque Youssouf, quand même, on a vu que c'est l'alpha oméga, c'est vraiment C'est le gourou, mentor. c'est le métronome, c'est le mentor du parti. Lui, il est plus inquiet, en réalité, de la situation du parti. Les plus inquiets. Je vous lis un de ces passages. Il dit, au-delà du présidium, au-delà du comité exécutif national, tant que tous les camarades, hommes et femmes, jeunes et vieux, resteront soudés, nous serons, plaise à Dieu, invincibles. L'intelligence collective est partout et toujours source de sagesse. Et se trompe rarement. C'est le message que je vous demande de porter partout. Transmettez aux camarades des villes, des villages, de la diaspora, le message suivant. Restons unis. Restons toujours unis. Restons toujours et toujours unis. L'unité est le mantra que nous répétons depuis toujours. Donc, ça veut dire ce que... Encore une fois, le sujet n'est pas celui du congrès. Oui, je dis... Oui, on va continuer. C'est pour ça que j'avais... Parce que, aujourd'hui, comme Bounty l'a dit, c'est inévitable. Je ne dis pas comme lui qu'on a touché le fond, mais on n'est pas loin du fond. Donc, et quand vous êtes dans une expectative comme ça, il n'y a rien à faire. Bazoum, c'est lui l'élu. C'est lui qui est là au destiné. Il est obligé de donner, même si c'est des grains à moudre, à des mouches, comme on dit. Ouais. Il est obligé de donner certains camarades. Et c'est peut-être ce message, sacrifier certains, et c'est peut-être ce message que le président veut. Peut-être on va assister à une sorte de volontariat des gens qui sont accusés de ceci ou de cela. D'eux-mêmes, ils se présentent. Qu'on n'arrive pas pour garder l'unité du parti, qu'on n'arrive pas à cette purge forcée. Parce que, de toute façon, les choses finiront par se faire par la force des choses. Parce que quand il va se sentir menacé, il sera obligé de lâcher. Ça, c'est évident. Mais peut-être Youssouf veut qu'on évite ça. Ceux qui ont des dossiers, des casseroles qu'ils traînent, au nom de l'unité, déchargeons-nous, présentons-nous, puisque c'est notre régime, de toute façon, c'est notre système. On va te condamner légèrement, on va trouver un moyen de trouver une grâce présidentielle. Voilà. Oui, tu as remboursé, on va te condamner. Vaut mieux ça que aller. Parce que, et c'est pourquoi j'ai dit, lui, c'est lui qui est le pragmatique, par contre, mieux que son mentor. Lui, il est pragmatique. Il a vu juste en disant il faut aller vite à l'unité, parce que c'est ça qui fait la force du parti. Oui, vous savez. J'ai plus une autre interprétation. Ok, vous savez. À la mienne, ok. Restons unis, restons soudés, restons. C'est-à-dire, vous voulez dire, il veut ne rien concéder. Il ne faut pas se lâcher. Il faut rien concéder. On va dans la même direction. On reste là,
comme ça, unis, soudés, quelle que soit l'adversité. On ne doit pas céder. Non, il sait. Non, moi je suis en train de... Et ne lâcher personne. Ne lâcher personne. On ne peut pas laisser en cours de route un camarade parce qu'il traîne des casseroles. Pour vous, c'est plutôt ça le message. Moi, c'est un peu ça. Soyons unis jusqu'au bout. Parce qu'on a vu, c'est cette union qui a permis jusque-là d'être là. Non, ça c'était une union dans la pauvreté. L'union dans la richesse, les gens ont des... L'union dans la richesse, justement. Non. Il faut consolider. Non. C'est qu'on a. Les acquis et puis avancer. Ensemble. Pas en laissant en laissant un rade. Non, on va tous ensemble. C'est comme ça qu'on va rester. Il n'y aura plus. Non, moi ma lecture c'est que honnêtement il pense qu'il faut lâcher du lest. Il vit avec les gens. Contrairement à Bazoum, il a fait, c'est vrai, il a fait le mort un moment quand il était au pouvoir, mais aujourd'hui, avec le recul, il observe. Il a vu lui-même le désastre qu'il y a et il sait que ça ne va pas continuer. Donc c'est pourquoi moi je dis son discours vraiment qui appelle à l'unité veut dire que forcément il faut qu'on lâche un peu. Non, ils ont. Bouti l'a dit tout à l'heure, quand tu discutes avec eux, non, quand tu discutes avec eux, oui, non, mais ça c'est lui. Il veut qu'on dise que, en fait, le problème lui, c'est sa consommation, c'est pour lui-même. Mais pour les autres aujourd'hui, il dit que sa fondation est là pour ça, mais il sait qu'il faut qu'il trouve une solution. Merci. Merci Hussein Issa, merci Traoré Dada, merci Dr Bouti Diallo. Merci mesdames, messieurs, à vous également de nous avoir reçus chez vous pour Presse Plus de cette semaine. Excellente suite de programme sur la télévision. Bon, ferré, au revoir.